Bonus. Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes. Je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop. Le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Ça y est enfin. Nous sommes fin 2021 et enfin donc nous avons le retour d'une série Star Trek qui ne soit pas une série animée. Et il s'agit bien sûr de la saison 4 de Star Trek Discovery. La série qui change de plateforme comme Michael Burnham change d'uniforme et où les meilleurs rebondissements se font encore en coulisses. Let's fly. Life is just a blink. It is one heartbeat in the entire lifespan of the universe. Captain? Captain? Are you with us? Today, we seek to understand a threat like none our galaxy has faced before. What exactly is this anomaly? We're not certain. Our ship was hit by something. Together, we will meet this threat to our shared galaxy. Until we understand the anomaly well enough to predict its path, billions more lives will be at risk. Not on our watch. Leadership is about balance. Your acts of bravery are huge swings of the pendulum. And there is a very fine line between a pendulum and a wrecking ball. Working. Et pour en parler, bien sûr, je ne serai pas tout seul, je serai toujours avec mon équipage d'élite, avec l'enseigne Marie-Paul, qui d'entre nous est la plus fan de Star Trek Discovery. Salut Marie-Paul, comment ça va? Ça va et toi, c'est pas dur d'être plus fan que vous en vrai. C'est vrai, t'as raison. On a aussi le Romulanais Romain Bramy, qui est le plus grand fan de NordVPN. Salut Romain. Salut tout le monde. C'est pas NordVPN, hein, je tiens à le signaler. On aurait dû avoir notre lieutenant Bajoran, qui est la plus grande fan de Romain Bramy, mais qui malheureusement est excusé. Et nous avons bien sûr notre officier scientifique Romain Nigita, qui lui est le plus grand fan de la série Andromeda. Oh la vache. Salut Romain. Oh l'enfoiré. Je suis plus du tout fan de Kevin Sorbo vu ses sorties récentes. Il est en train de devenir un espèce de nouveau Dean Cain, c'est vous dire, au niveau politique. Ah, sympa. Il n'est pas avec nous ce soir, mais nous entendrons un journal de bord du capitaine Manu sur les 2 premiers épisodes de Discovery dans la partie spoilers tout à l'heure. Alors, avant de parler vraiment des épisodes en eux-mêmes, on va s'attarder à l'affaire, ce qu'on va appeler l'affaire Netflix. Parce que comme je le disais en intro, donc les meilleurs rebondissements de Discovery se font peut-être en coulisses, puisqu'il y a 10 jours, soit l'avant-veille du lancement de la saison 4 de la série, un vrai coup de tonnerre, le show quittait Netflix, alors non seulement en ce qui concerne la nouvelle saison, mais également en supprimant de la plateforme payante les 3 premières. Alors on s'inquiétait déjà de ce scénario dans des podcasts de l'an dernier, et nos analyses se sont finalement avérées quasi prophétiques là-dessus. Du coup, bad buzz des fans à travers le monde, le hashtag Paramount est resté dans les tendances sur Twitter toute une matinée, et c'était pour déplorer la non-diffusion internationale de Discovery évidemment. En effet, un accord conclu, ou plutôt un non-accord entre Viacom, CBS et Netflix a mis fin à la diffusion simultanée des aventures de Michael Burnham. Alors dans les grandes lignes, Netflix avait les droits internationaux en dehors de l'Amérique du Nord pour la diffusion de la série. Ce deal est donc terminé aujourd'hui. Le plan est pour Discovery de prendre à présent son envol sur Paramount+ dans le monde entier à partir de l'année prochaine. Sauf que, pour l'arrivée de cette nouvelle plateforme de streaming, aucune annonce n'a été faite concrètement pour la France. Alors Viacom prévoit de lancer Paramount+ sur environ 45 marchés au cours de l'an prochain. Du coup, bien que la France ne soit pas citée dans l'annonce qui avait été faite, on espère tout de même qu'on sera de la partie, même si notre chronologie des médias ne va sans doute pas simplifier les choses, mais alors qu'on avait déjà réorganisé nos podcasts pour annuler les enregistrements autour de Discovery, et que j'avais déjà participé au podcast Star Trek pour les nuls qui fait son retour, pour parler de ce que j'appelle donc l'affaire Netflix, où avec Rémi et ses invités, on s'était déjà demandé qui était le fautif dans l'histoire de Netflix ou Paramount. Et avant-hier, nouveau coup de théâtre, Discovery sera finalement diffusé en France et dans bien d'autres pays sur la plateforme de streaming gratuite Pluto TV, à partir de maintenant, au moment où je vous parle, c'est bon, c'est fait. Donc avant de parler de Pluto TV, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière et qu'on s'interroge sur ce qui s'est passé. Parce que dans un de nos premiers podcasts, Romain Nigita nous avait appris que la diffusion des saisons de Discovery était négociée saison par saison et que donc chaque année, Netflix et Viacom devaient se mettre d'accord. Alors pourquoi est-ce que l'annonce du retrait de Discovery s'est faite si tard ? Est-ce que ce ne serait pas un mauvais coup de Netflix qui aurait fait traîner des négociations jusqu'à la dernière minute pour finalement se rétracter afin de mettre des bâtons dans les roues à un nouveau concurrent en devenir, en essayant de sacrifier la saison 4 de Discovery qui serait alors largement piratée et qui aurait alors aussi également braqué les fans contre Paramount+, qui serait jugée comme la méchante nouvelle plateforme à laquelle il va falloir s'abonner. Bien sûr, ça en fait râler plus d'un.
Ou alors je me fais des films et il n'y avait aucune malice et Discovery disparaissait de Netflix comme beaucoup d'autres séries avant elle, puisque Netflix ne communique pas vraiment sur ce qui sort de son catalogue, ou alors vraiment très très discrètement en croisant les doigts pour que personne ne le remarque peut-être, et mettant donc Paramount Plus devant le fait accompli et qui a pris sur elle de communiquer la situation au public sur internet parce qu'il fallait bien que quelqu'un l'annonce. Alors j'aimerais avoir vos avis là-dessus, que s'est-il passé à votre avis ? Alors que s'est-il passé ? Alors en effet, tu as déjà évoqué beaucoup de pistes et je pense qu'on n'aura jamais vraiment le fin mot de l'histoire. Je pense surtout ce qui a énervé tout le monde, c'est le fait que cette annonce se fasse au dernier moment. C'est-à-dire en effet 2 jours avant le lancement de la nouvelle saison, alors qu'on s'était habitué avec les saisons précédentes à la voir en France et dans le reste du monde 24 heures après les États-Unis. Là, le fait qu'on le découvre 48 heures avant le début de cette saison, je pense que c'est ça qui a pris tout le monde à rebrousse-poil. On l'aurait appris il y a plus de 6 mois. On se serait fait à l'idée, on aurait dit bon bah ok, c'est pas improvisé, il va y avoir peut-être à un moment donné une nouvelle plateforme, un nouveau truc. Là le fait que ça se passe comme ça, c'est quasiment comme si on nous retirait le tapis de sous les pieds. Et après on peut se demander en effet si tout ça a été improvisé ou pas. Alors j'ai pas d'infos croustillantes à vous donner, hein, ça je suis pas dans le secret des dieux. Ce que je sais c'est que d'une manière globale, en effet des séries qui arrivent sur Netflix et qui en repartent, c'est loin d'être la première fois, surtout quand ça ne sont pas des séries qui à la base sont initiés par Netflix. Même si Netflix a certainement mis beaucoup d'argent dans le fait d'acquérir Discovery et l'ensemble du catalogue Star Trek des séries précédentes au lancement de Discovery, mais au départ, ça n'est pas une série de Netflix. Comme c'est le cas pour plein d'autres séries qu'on voit sur Netflix en France, des séries par exemple comme Outlander, c'est la première qui me vient à l'esprit, ou Better Call Saul. Donc le fait qu'un jour elle disparaisse de la plateforme, ça n'est pas une surprise, ça peut arriver. D'ailleurs, petite parenthèse qui n'intéresse que les vieux schnocks comme moi, quand les séries disparaissent des plateformes, c'est pas grave, il y a toujours des DVD et des Blu-ray qui existent sur vos étagères. C'est vrai. Personne va rentrer chez vous cambrioler, vous piquer vos Blu-ray. Voilà. Ah si, il y en a qui le font, quand même. Mais en tout cas, c'est pas les boss de Netflix, c'est pas Ted Sarandos qui arrive à ta porte et qui te pique ton Blu-ray sur ton étagère. Voilà, je referme la parenthèse. En effet, les contrats de Netflix, que ça soit en termes de com ou en termes de royalties versées aux boîtes de production, qu'elles soient françaises ou autres, sont très particuliers, sont très stricts, sont très étonnants par rapport aux habitudes qui existent à la télévision depuis des décennies. Donc je me demande si le contrat n'interdisait pas également aux diffuseurs suivants qui reprendraient les saisons suivantes, si ça ne leur interdisait pas de communiquer avant la date fatidique. C'est-à-dire que si ça se trouve, toutes ces histoires de contrats ont déjà été dealées depuis plusieurs mois, mais le contrat de Netflix incluait le fait que tant que la série n'a pas disparu de la plateforme, le diffuseur suivant n'a pas le droit de communiquer. Et en fait, c'est souvent le cas, de toute façon, avec des séries classiques, des séries qui passent sur des networks. Par exemple, souvenez-vous, Desperate Housewives, ça passait à la fois sur Canal+ et sur M6. Et ben au départ, quand c'est Canal+ qui achetait la série par la première diff, M6 n'avait pas le droit de communiquer, de dire on l'a aussi acheté tant que la première saison n'avait pas été entièrement diffusée par Canal. Parce que si M6 disait en même temps que Canal, on a acheté la série, et ben les gens pouvaient se dire pas la peine de s'abonner à Canal, j'attends 6 mois, j'attends 1 an, je le reste sur M6. Et ben non, ça c'est dans les contrats de base, même si les séries sont vendues simultanément à 2 types de diffuseurs, un payant, un gratuit, le second diffuseur n'a pas le droit de communiquer tant que le premier diffuseur n'a pas diffusé le programme. Donc voilà, tout ça pour dire que ça se trouve dans le contrat de Netflix, c'était marqué que tant que la série, tant que les droits ne sont pas échus, le diffuseur qui reprend la série n'a pas le droit de dire qu'il l'a, même si en fait il le sait depuis 6 mois qu'il l'a. Ça c'est une première possibilité. Ensuite, en effet, il y a la stratégie de Paramount de dire nous de toute façon on va lancer notre plateforme. C'est un peu ce qui s'est passé par exemple avec certains programmes qui appartiennent au groupe Disney qui ont été retirés de Netflix parce qu'ils comptaient lancer Disney+. Donc en effet, il y a eu un gap entre la disparition du programme sur une plateforme Netflix et l'apparition de Disney+ à travers le monde. Donc là, en effet, le souci, c'est que la saison de Discovery, elle est prête pour le lancement aux États-Unis, mais la plateforme Paramount+, n'est pas disponible encore dans le monde, parce qu'il y a très peu de pays où ils l'ont lancé. L'avantage du groupe CBS Viacom, c'est que Pluto TV, ça leur appartient. Ça fait partie du groupe CBS Viacom. En effet, c'est une plateforme qui est pas très connue pour l'instant en dehors des États-Unis. C'est une plateforme donc de streaming gratuit, légal évidemment, puisque c'est financé par la pub. Donc vous verrez qu'il y a de la publicité, soit au milieu des épisodes, soit entre les épisodes. Voilà. Là, je regarde en direct. Là, au moment où je vous parle, il y a une coupure de pub dans l'épisode de Discovery. Et de toute façon, c'est le cas quand c'est diffusé au Canada, puisqu'au Canada, Discovery
est diffusé sur une chaîne linéaire, sur une chaîne classique, et il y a des coupures pub. D'ailleurs, quand vous regardez, que ce soit les saisons 1, 2, 3 sur Netflix, on sent qu'il y a les coupures pub. Il y a les fondus au noir, il y a les coupures qui sont très très claires. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas le fait qu'il y ait des pubs sur Pluto TV, c'est pas du tronçonnage artificiel. C'est déjà prévu au montage, à l'écriture, pour notamment la diffusion au Canada. Pas le cas de la plupart des séries, puis souvent t'as des fondus au noir. Bah oui, c'est vrai que ça dépend. Ça dépend pour quelle plateforme. Mais en fait, si c'est des séries qui sont directement faites, par exemple pour des chaînes du câble, pour HBO depuis 20 ans, tu regardes Six Feet Under, Les Sopranos, il n'y a pas cette même structure d'actes. Ils sont beaucoup plus libres. D'ailleurs, la durée des épisodes n'est pas aussi contrainte que sur les networks américains où c'est 42 minutes parce que il y a la pub, parce que on y a un nouveau programme toutes les heures, toutes les demi-heures, etc., etc. Et en fait, si on regarde bien, Discovery fait partie de ces trucs-là. Des fois, les épisodes sont un petit peu plus longs, mais c'est des programmations événementielles. En tout cas, le fait qu'il y ait des actes et des coupures pub, c'est déjà inclus à la base. Donc le fait qu'il y ait des pubs dans Pluto TV, finalement, c'est pas si surprenant que ça. Ça permet l'accès gratuit aussi. Ouais, Marie-Paul, t'as tout à fait raison. À ce que je sache, quand c'est gratuit, il y a toujours de la publicité. J'ai pas d'exemple en tête de chaîne gratuite où il n'y a pas de publicité à part la télé publique. Et encore, ça dépend des heures. En fait, au sein des épisodes, t'en as pas, mais t'as au moins des pubs entre les programmes sur les chaînes publiques en journée. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est assez classique, sauf qu'on en a un peu moins l'habitude depuis qu'il y a les plateformes. C'est clair, on a perdu cette habitude-là. L'autre spécificité de la diffusion de Discovery sur Pluto TV, et ça c'est Pluto TV France qui me l'a confirmé, c'est que sur Pluto TV il y a aussi un mode replay pour voir la plupart de leurs programmes qui sont jusqu'à présent, c'est jamais des programmes inédits. Ils avaient Walker Texas Ranger, Alerte à Malibu, South Park, enfin les anciennes saisons de South Park, même des séries françaises, trucs AB Productions, etc. Et soit on peut les voir sur leur version linéaire gratuite, soit il y a une espèce de mode replay VOD à la demande, toujours gratuit avec de la pub. En ce qui concerne Discovery, ce sera uniquement du live, donc diffusion à 21h le vendredi, le samedi, le dimanche. Samedi, dimanche, c'est rediff d'épisodes du vendredi, et c'est tout. C'est-à-dire que si vous loupez ces diffusions live, sur Pluto TV, c'est fini. Et il faut que tu précises. Ouais, comme à l'ancienne. Il faut que tu précises que c'est en VF. Et c'est en VF uniquement. Et en SD. Et ça dépend peut-être de sa connexion, ça honnêtement, je sais pas. Par contre, il y a une autre solution tout aussi légale en France pour voir cette nouvelle saison en simultané de la diffusion américaine et Pluto TV, c'est la VOD payante. Alors pour l'instant en France, c'est uniquement iTunes qui propose ça, avec un forfait saison comme ils le font déjà pour plein d'autres séries. Et là, il y a soit la VF, soit la VO, mais VO uniquement avec des sous-titres anglais pour malentendants. Il n'y a pas de sous-titres français. Et là, je crois que de mémoire, c'est 19,99 pour la saison, et vous recevez les nouveaux épisodes chaque semaine au même rythme que ce qu'on avait avant. C'est-à-dire que là, par exemple, l'épisode 2, il était dispo dès ce matin sur iTunes, alors que j'avais fait ça moi sur une saison de Doctor Who, et j'avais trouvé ça sympathique comme expérience d'ailleurs. Autant dire quand même que les gens qui vont nous écouter cette saison, ça sera donc des gens qui ont Pluto TV, qui regardent le samedi, le dimanche à 21h et qui regardent en VF, donc faudra les remercier chaleureusement. Bah, on les remercie toujours de toute façon de nous écouter, quel que soit le sujet. Quel que soit le mode, mais qu'ils le regardent ou pas d'ailleurs, Discovery. Et il y a des gens qui nous écoutent et qui regardent pas les épisodes, c'est vrai. J'ai eu des messages comme ça, ouais, je vous assure. Peut-être qu'ils attendent le coffret DVD Blu-ray d'ici quelques mois, puisque a priori ça continuera à sortir en physique. Ça, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire de ce côté-là. Et de toute façon, à mon avis, là, cette diffusion sur Pluto TV en France et dans d'autres pays d'Europe, ça n'est qu'un sorte d'intermédiaire jusqu'au lancement de Paramount Plus dans les différents pays. Ça, je pense que la saison 5, si saison 5 il y a, on l'aura très probablement sur un Paramount Plus payant en France. Et après, la question qui reste en suspens, c'est pour les autres séries Star Trek actuelles, Picard, Lower Decks, et puis celles qui n'ont pas encore démarré comme Strange New Worlds ou Prodigy qui a démarré aux États-Unis mais pas encore en France. Où pourra-t-on voir les prochaines saisons inédites? Pour l'instant, tout comme Netflix avec cette saison 4, il y a zéro com. Il y a zéro com officiel, mais c'est souvent le cas, comme on l'a dit au départ, c'est-à-dire que personne ne dit bah tiens, la série je ne l'ai plus. On le découvrira au dernier moment. Il y a des bruits de couloir, il y a des choses comme ça, mais on verra bien. L'article qui avait annoncé quand même l'article, je crois que c'était Deadline ou ouais, ça devait être Deadline, annonçait que Amazon gardait les droits de Star Trek Picard à l'international pour la saison prochaine. Je sais, ils avaient pas de source. Deadline le dit, mais pour l'instant, Prime n'a pas communiqué là-dessus. Oui, bien sûr, mais ça serait logique quelque part, puisque comme vous en souvenez, la saison 2 de Picard aurait dû être diffusée il y a un an, quasiment. Donc j'imagine que les contrats sur la saison 2 de Picard avaient déjà été verrouillés à l'époque là, donc je pense que oui, on n'a pas trop à s'en faire pour l'année prochaine. Par contre, oui, j'imagine, alors après bien sûr, tout peut changer, on a bien vu que finalement tout était possible, mais je pense que oui, effectivement, en 2023, les choses suivront le même chemin que pour Discovery. Si je peux rajouter juste une petite chose par rapport à ce qu'expliquait Romain,
qui l'a très bien expliqué. Mais il faut quand même se rappeler qu'à chaque fois qu'il y a une plateforme qui s'est lancée, pour l'instant on en est à 2, Amazon c'est un petit peu différent, mais on se rappelle surtout le lancement de Netflix et de Disney+. Ça a toujours créé des moments, une année généralement, de confusion. Moi je me rappelle très très bien quand Netflix est arrivé en France, en grande pompe, il leur manquait leurs 2 séries phares pendant une saison, qui étaient Orange is the New Black à l'époque et la série Kevin Spacey dont j'ai oublié le nom. House of Cards. House of Cards. Mais Orange is the New Black, non. C'est tout de suite Orange. Oui, c'est House of Cards qui était diffusé sur Canal. Qui leur manquait, qui était diffusé sur une autre chaîne. C'est quand même, on l'a un peu oublié, mais ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Les gens disaient, ah là là, c'est quoi? C'est une sous-version de Netflix. On n'aura jamais. Je me rappelle, il y avait des articles qui disaient, on n'aura jamais House of Cards, etc. Bon, finalement, ils ont, à coup de $, ils ont réussi à récupérer les droits sans trop de problèmes. Quand Disney s'est lancé, eux, ils ont eu un problème un peu différent, mais c'est plutôt Netflix qui a eu le problème. Netflix s'est retrouvé avec les séries qu'ils avaient déjà de Marvel. Or, pour eux, il n'était plus question de faire de la pub pour les séries Marvel, puisque à terme, c'était faire de la pub pour leur concurrent principal. Donc, ça avait également créé une confusion. Et finalement, toutes les séries ont été annulées du jour au lendemain, y compris des séries qui marchaient très fort, comme Daredevil, qui n'auraient jamais été annulées s'il n'y avait pas eu le lancement de Disney+, en fait. Donc, on a un petit peu oublié que ça s'est toujours fait dans la douleur, les lancements de plateformes. Et ça continue pour certains films sur Disney+, il n'y a pas tous les films Marvel en France. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Oui, je voulais le dire aussi, t'as raison. Du coup, on va pas avoir... Non, j'ai oublié, j'ai pensé avant. Du coup, il y a plein de films qui manquent, etc. Du coup, ça s'est toujours fait dans la confusion. Il faut admettre que Paramount a été particulièrement mauvais sur ce coup-là, faut quand même le dire. Alors, en effet, on sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que il est très possible qu'en effet, ils essaient de négocier avec Netflix jusqu'à la dernière minute qu'ils rachètent une saison, que Netflix leur ait dit, ah bah non, nous, ça nous intéresse pas, on veut 3 saisons, et que jusqu'au dernier moment, ils se soient fait courir les uns les autres comme ça m'étonnerait pas. Mais après, Netflix, on peut difficilement leur en vouloir d'avoir refusé d'acheter les droits d'une saison, en sachant très bien qu'à terme, le succès de la série ferait le succès de leurs concurrents, comme ça a été un petit peu le cas carrément pour les séries Marvel. Donc voilà, c'est bordélique. Moi, je trouve ça assez hallucinant qu'ils s'y soient pris aussi mal, surtout avec des plans qui sont pas extrêmement clairs encore pour Paramount+. Après, il va se poser une deuxième question. On parle de Netflix qui avait été une révolution à son lancement. On parle de Disney qui a des moyens quasiment illimités, toutes les séries Marvel, les séries Star Wars. Là, je crois qu'ils viennent d'annoncer un budget contenu de $30 milliards pour 2022, 33, enfin des trucs ahurissants. Moi, je me pose une question déjà en avance. Qui s'abonnera à Paramount Plus quand ça sera lancé en Europe? Tu vois, enfin, s'abonner, les séries CBS... Enfin, moi, j'en regarde pas aucune. On va pas se voiler la face. Aux États-Unis, il y a un truc qu'on sait pas trop en France, mais aux États-Unis. C'est pas sur CBS? Si, c'est sur CBS. Je regarde pas. Bon, ça c'est. Je crois que c'est pas mal. Meilleure série du monde, il faut que vous regardiez. Ouais, super série. Okay, mais à part ça, bon, il y a quand même beaucoup de séries. Les séries CBS, habituellement, c'est quand même des séries très famille, très voilà. Oui, c'est vrai. C'est pas exactement ce qu'on recherche sur du payant. Il y a un truc qu'on oublie aussi beaucoup de dire en France et qu'on oubliera de dire en France, vous verrez. Paramount, CBS. On dit Paramount, mais c'est CBS. Aux États-Unis, c'est beaucoup de sport aussi. Or, tu t'abonnes à CBS parce que tu vas avoir du football américain, tu vas avoir du football européen. C'est par exemple eux qui ont les droits de la Champions League pour le territoire américain, ce qui pour toute la clientèle hispanique, par exemple, est très très important. En France, vous m'empêcherez pas de penser que Star Trek c'est très bien, mais qui va s'abonner à Paramount Plus quand ça sera lancé? Je suis en train de regarder la liste des TV shows de CBS et il y a des trucs qui vendent. Déjà, il y a Feu de l'amour. Ça envoie du lourd. Non mais attendez, il y a quand même les experts, il y a Blue Bloods, il y a NCIS. C'est CBS la chaîne, c'est pas la plateforme Paramount+, c'est différent, ils ont des séries exclues à Paramount+, c'est pas la même chose. Mais bon, il y a quand même du lourd, des trucs qui marchent extrêmement bien, qui sont pas forcément de nos goûts ou de tes goûts romains, mais... Oui, il y a le catalogue ciné aussi qu'il faut pas oublier. Là, tu l'auras pas si t'as Paramount+, en France, ces trucs-là, et tu les auras pas sur Paramount+ français, ça continuera, les Feux de l'amour sera toujours sur TF1, NCIS sera toujours sur M6, ça changera rien. Bon, Marie-Paul a pas tort non plus, tout est possible, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qui serait attribué, tu vois, par exemple, je crois qu'ils sont en train de faire une nouvelle saison des experts. Peut-être que ça peut être une série de lancement, c'est sûr. C'est ça, en fait. Mais c'est quand même, pour moi, c'est des séries. Alors, c'est très personnel et un petit peu, c'est un petit peu snob ce que je vais dire. Mais pour moi, c'est des séries qui sont très associées justement au gratuit. C'est des séries de flux. Elles ont pas ce côté premium que peut avoir la nouvelle série Marvel, tu vois, qui va être lancée en grande pompe avec un budget hallucinant, ou The Mandalorian et tout. Mais il faut pas oublier qu'il y a quand même plein de gens qui les regardent. Donc même si c'est en gratuit, tu vois, il y a des gens qui sont hyper fans et qui sont peut-être prêts à payer
payer pour avoir de l'exclu, de la nouveauté, etc. Je suis pas sûr sais ça. Pas, je peux pas. C'est le pari qui fait salto avec les séries françaises que tu as quelques semaines avant la diff à l'antenne. T'as Plus belle la vie 2-3 jours avant, t'as tous les gros téléfilms de TF1 15 jours avant. C'est un pari. Pour l'instant, je sais pas s'il est gagnant, mais tu vois, sur le fait de se demander est-ce que les Français vont s'abonner à Paramount Plus pour Star Trek, je pense que déjà les Français ne s'abonnent pas à Netflix pour Star Trek dans leur grande majorité. Le fait que déjà sur la saison précédente, la saison 3, la com de Netflix, alors qu'ils avaient la saison 3, a quand même été au minimum syndicale, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que après l'enthousiasme qu'ils ont eu sur la première saison, où ils voulaient vraiment pousser le truc, je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était pas du tout leur killer app. Oui, c'est ça. Mais à tel point que quand on a vu que sur la saison 4, ils communiquaient pas, on se disait juste, c'est comme la 3, en fait, ils s'en foutent, on va la voir, mais pour eux, ça va passer dans le flux. Alors pour tempérer ce que tu dis, Romain, faut pas oublier quand même que l'année dernière, pour la diffusion de la saison 3, comme tu dis, alors que Netflix n'a pas fait du tout le job au niveau de la communication, on l'avait déjà remarqué, pourtant les épisodes étaient régulièrement dans le top 3 affichés par Netflix, donc c'était l'algorithme qui disait, regardez ce que les gens regardent le plus sur Netflix en ce moment, c'est ça, c'est Star Trek Discovery. Et sur des pays comme l'Allemagne, il était numéro 1 par exemple. Donc je me dis que quand même, malgré tout, ça dit quelque chose un petit peu du succès qui est peut-être pas mirobolant, mais qui peut-être au moins peut s'annoncer comme étant satisfaisant. Après, ces résultats sur le top, qui est quand même très obscur sur Netflix, il faut aussi mettre ça en regard du prix que coûtent les épisodes. Je pense que c'est aussi une partie de l'équation. Oui, en fait, eux, ils misent la com sur les trucs qui cartonnent, qui sont très grand public, qui font rêver les gens. Donc moi, ça m'étonne pas. Ils font des choix comme tout éditeur de production de produits culturels. Ils font des choix dans leur communication. Peut-être que là, effectivement, ils n'ont pas communiqué sur cette saison 4 parce qu'ils étaient aussi soumis à un NDA, c'est-à-dire un Non-Disclosure Agreement, qui fait que tu peux rien dire tant que les choses ne sont pas signées. Les négociations étaient peut-être en cours. Effectivement, dans le contrat, ou alors ils avaient déjà négocié, c'était foutu, ou ils avaient refusé. Enfin bref, on peut faire mille hypothèses, on ne le saura jamais vraiment, mais en tout cas, dans tous les cas, ce qui est certain, c'est s'ils n'ont pas communiqué, c'est parce qu'ils étaient liés par contrat et non pas juste parce qu'ils en avaient rien à faire et que le truc ne marche pas. Je pense que c'est surtout un truc légal avant tout. Après la saison 3 de l'année dernière, pourquoi ils n'ont pas parlé? Parce que c'est carrément moins vendeur et moins sexy de te vendre une saison 3 d'une série Star Trek où il n'y a pas de tête d'affiche de ouf grand public, quoi. Ouais, c'est que je pense qu'ils avaient déjà prévu, CBS All Access était déjà lancé, Netflix sentait déjà venir que Star Trek Discovery pouvait être un produit d'appel pour un concurrent en devenir, donc c'est normal qu'ils aient pas communiqué là-dessus. Juste pour compléter ce que tu viens de dire, CBS All Access avait toujours été lancé, puisque la série a été lancée sur CBS All Access, c'était un deal partagé. Mais par contre, on savait en effet l'année dernière déjà que Paramount démarrait une stratégie de développement international. Et moi, je serais je serais très porté à croire que, en effet, sachant ça, Netflix ait dit, les gars, on communique pas, c'est une série, on va se faire baiser, on le sait déjà, qu'on se fera baiser en 2021, on arrête, en fait. Et moi, ça m'étonnerait pas du tout qu'ils aient pas communiqué à cause de ça dès 2020, du coup. Tout à fait, non, mais c'est exactement ce que je pense. Et par contre, par rapport à ce que vous disiez précédemment, si c'était déjà prévu, parce qu'il y avait des clauses, on le dit pas jusqu'à une certaine date, etc., pourquoi, dans la première communication de Paramount+, ils annoncent juste que la série ne sera pas visible à l'international pour 2 jours, enfin quelques jours après, 3-4 jours après, finalement annoncer qu'elle sera sur Pluto TV. Pourquoi ne pas avoir annoncé directement que la série serait sur Pluto TV? Ça, je suis sûr que... Ah non, c'était pas prévu Pluto TV. Non, mais ça j'ai vu des tweets des acteurs et tout machin. Pour moi, il y a aucun doute sur le fait que la diffusion Pluto TV s'est fait complètement à l'arrache et complètement en urgence. Là, j'en ai aucun doute. Ils en avaient rien à battre. Ouais, ils ont été surpris parce qu'il y a même eu des demandes de boycott aux États-Unis, de gens qui commençaient à boycotter en disant mes copains européens ne peuvent pas voir et tout machin. Donc ça prenait vraiment de l'ampleur. Et du coup, comme l'a dit Romain, c'est une chaîne qui leur appartient. Donc ils ont réussi à dealer le truc machin. Mais moi, j'ai vu des tweets qui sont, des acteurs qui disent vous imaginez pas la complexité pour faire un deal comme ça en quelques jours et tout. J'ai absolument aucun doute que c'était pas prévu là. Pas... Tout à l'heure tu parlais de plan B. Pour moi c'est pas un plan B, c'est un plan d'urgence en fait. C'est un sauf qui peut en fait. C'est pas un plan B. Pluto TV n'est pas fait pour ça à la base. Moi je me souviens lors de la conférence de presse de lancement pour la France, j'ai posé justement la question du contenu. Est-ce que il prévoyait un jour d'avoir du contenu inédit, puisque pour l'instant c'est que du contenu old school. Ils m'ont dit non, c'est pas notre modèle économique. On n'a pas prévu à moyen terme d'avoir
avoir du contenu inédit. Donc là, le fait que Discovery saison 4 soit la première fois qu'ils aient des trucs inédits, c'était clairement pas prévu pour ça à la base. Comme le dit Romain, c'est un plan de sauvetage pour contrer le bad buzz, pour contrer le téléchargement. Le fait qu'il y ait à la fois cette diff et exactement en même temps la VOD payante sur iTunes dont on a parlé tout à l'heure, ça j'ai pas non plus d'autres exemples en tête d'une diff simultanée, mais vraiment simultanée le même jour sur du gratuit avec la pub et du payant en parallèle. Là aussi c'est vraiment le plan de sauvetage. Et je vous dis ça au moment où il y a tout qui pète dans l'épisode sur Pluto TV. Donc ça fait vraiment plan de sauvetage. Mais il y a peut-être aussi toute une partie négociation du côté de la production des acteurs, etc. Il y a peut-être ça aussi qui entre en jeu, puisque je me souviens d'avoir tweeté un des acteurs qui disait mais nous on n'était pas au courant non plus que ça partait de Netflix. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi du côté de la production un truc que je sais, j'ai aucune idée du poids que ça représente, coup de pression, etc. Ça peut être, c'est pour ça que peut-être qu'ils se sont dit bon bah ça commence à sentir vraiment mauvais et on va faire le plan Z de Pluto TV. Mais ce qui est super parce que du coup comme ça nous permet à tous et toutes de pouvoir enfin voir cette saison 4 et d'être présents ce soir et de faire ce podcast. Des acteurs qui réagissent comme ils l'ont réagi, j'ai pas de souvenirs récents. Romain, tu connais ce métier beaucoup mieux que moi, mais j'ai pas de souvenirs récents de cas comme ça d'acteurs qui se plaignent d'une série non diffusée. C'est assez inédit, quoi. Bah, surtout parce qu'ils se sont fait pourrir pendant quelques jours, parce qu'en plus, certains étaient à une convention, je crois que c'était en Grande-Bretagne quelques jours avant, et grosso modo, il y a plein de fans qui leur sont tombés dessus en leur disant comment vous nous avez menti, vous nous avez rien dit, alors vous étiez là devant nous il y a 2 jours, les pauvres, ils étaient pas au courant. C'est-à-dire, clairement, un acteur de série, il est quand même très occupé parce que le tournage d'une série, ça prend quand même quasiment toute l'année. Il est pas dans le secret des contrats, où est-ce que ça va passer, à quelle heure, etc. Enfin, si on réfléchit 2 secondes, on peut très bien le comprendre. Et ils ont absolument pas été avertis, c'est pas leur faute. Et donc je pense qu'en effet la solution Pluto TV était vraiment pour essayer d'enrayer ce bad buzz, en plus à l'heure justement des réseaux sociaux, d'internet, etc. Il y a 20 ans on s'en foutait complètement de tout ça, on savait même pas quand les séries passaient aux États-Unis, etc. Et une série comme Code Quantum est arrivée sur M6 l'année où elle se terminait aux États-Unis après 5 saisons. Donc voilà, il faut se rendre compte, on n'est plus du tout dans le même modèle de diffusion, dans le même schéma. Mais oui, ce que tu disais Romain, je crois que tu allais parler de la diffusion française de Star Trek. Oui, on a toujours eu des gros décalages, mais souvenez-vous, à l'époque, je sais pas si vous notez ça, quand Jimmy passait Voyager. Jimmy a passé les 2 premières saisons de Voyager et a stoppé la diffusion. Ils ont arrêté, mais pourquoi ? Parce qu'ils avaient trop d'épisodes en stock à diffuser. C'est-à-dire le distributeur qui achetait les épisodes aux États-Unis et qui les vendait à la France, il y avait un intermédiaire entre Paramount et la France, avait trop d'épisodes en stock et il les rentabilisait plus parce qu'ils étaient encore en train de diffuser Next G et Deep Space Nine, dont les diffusions complètes n'étaient pas terminées. Il y a Enterprise qui arrivait. Vous avez dit, nous, c'est plus possible. On peut plus acheter les épisodes de Voyager, les doubler. On a trop de trucs et vous les diffusez pas assez vite. Et on a dû attendre des années pour avoir la suite de Voyager sur Jimmy. On a eu tout Enterprise avant la fin de Voyager, en fait. C'est pour ça que quand il y a eu la news sur Netflix, j'ai tweeté la malédiction française continue, puisque pour nous, honnêtement, c'est business as usual, j'ai envie de dire, cette histoire. Après, c'est vrai que c'est sur des marchés beaucoup plus tréquiens comme l'Angleterre. L'Angleterre, ils ont toujours diffusé en quasi simultané, etc. En plus, ils n'ont pas de problématique de langue. Star Trek a toujours été super important en Angleterre. Et l'Allemagne aussi, Marina Srelal vous parlera de l'Allemagne. Alors l'Allemagne, j'avoue que je me rappelle plus s'ils étaient en simultané parce que j'ai jamais réussi à le regarder en allemand, mais en tout cas c'est des pays où la diffusion de Star Trek est super importante en fait. Donc c'est vrai que nous, vu de notre micro-prisme français, on s'en rend pas trop compte, mais annoncer à des Anglais qui verront pas une nouvelle saison de Star Trek la veille, là aussi c'était assez inédit dans l'histoire de la télévision moderne quand même, quoi. Mais en tout cas ça dit quand même quelque chose, tout ça, ce bad buzz, la pression des fans sur internet, etc., quand même du succès au moins supposé de Star Trek Discovery. C'est que finalement si on s'imagine les choses comme on se les imagine, c'est-à-dire qu'effectivement ils n'avaient pas prévu de plan B et qu'ils ont fait ça à l'arrache, c'est bien que finalement le courroux des fans a servi à quelque chose. Si je me fais l'avocat du diable, je te dirais que, ou alors, vu qu'il n'y a plus que les fans de hardcore de Star Trek qui regardent Star Trek, si en plus tu te les mets à dos, il te reste plus personne. Quelle belle conclusion. C'est toute la problématique, de toute façon, des plateformes par abonnement. C'est le cas de Canal+ ou HBO depuis 20 ou 30 ans. C'est que l'image compte plus que l'audience en tant que telle. Puisque le plus important, c'est que les gens s'abonnent, c'est pas tellement qu'ils regardent. Ouais, alors je suis pas tout à fait d'accord parce que quand même on continue à avoir des annulations de séries où il y a des buzz et des machins, il y a des communautés de fans qui s'indignent et tout ça, et les séries sont pas forcément ni continuées, ni il y a même un film enfin de temps en temps ça arrive qu'il y a un film pour clôturer la série, donc je suis pas, voilà, je me dirais pas, j'écrirais pas Alléluia non plus, quoi. Si vous avez rien d'autre à ajouter, on va passer aux questions des auditeurs parce qu'on nous a posé des questions justement dans ces temps troublés, parce qu'on nous sommes comme un phare. Trop bien, dans la c'est nuit, cool ça. Pour eux.
Là, ça tombe bien. On va dire un phare dans la galaxie. Pub sur Pluto TV. Bah voilà. Moi, je continue à regarder depuis tout à l'heure. C'est quoi les pubs du coup? Il y a une pub pour Game One, il y a beaucoup de pubs pour les chaînes de Paramount. T'as une pub pour Paramount TV, là il y a une pub pour la chaîne Extrême. C'est quasiment que de l'autopromo en fait. Donc ils ont pas de pub. Ça veut dire qu'ils ont pas de pub. En gros. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a comme question? Alors, bien sûr, déjà, tous ceux qui nous ont demandé comment pirater et regarder de manière illégale, hein, vous pensez bien qu'on n'allait pas vous répondre, hein, parce qu'on n'est pas là pour ça. Hein, on connaît pas les tontons en Amérique, nous, on n'en connaît pas. Ils sont toujours en France, les nôtres. Est-ce que je peux quand même mettre un bémol à cette réponse et parler un petit peu de moi, une fois n'est pas coutume. Bon, il y a l'illégal, il y a le légal, et on va dire qu'il y a le gris et le semi-légal ou le semi-légal. Le semi-légal, tu me vannais sur NordVPN tout à l'heure. Alors sans parler de VPN, il y a des solutions de proxy, de choses comme ça, qui en effet permettent aujourd'hui de s'abonner à des télés américaines. Ça reste illégal, hein, je tiens à le préciser, mais c'est évidemment pas la même chose que de pirater sur BitTorrent, puisque vous payez, vous rémunérez les ayants droit, etc., etc. À ma connaissance, il n'y a jamais personne qui a vu le FBI débarquer chez lui parce qu'il recevait CBS depuis son salon en France, si vous voulez. Moi, je le regarde comme ça. Moi, je suis abonné à Paramount Plus, ce qui me permet d'ailleurs de voir les matchs du PSG. Si un jour on m'avait dit que les matchs du PSG c'est sur la même chaîne que Star Trek, j'aurais probablement jamais cru. Mais voilà, je suis abonné à Paramount Plus, qui est d'ailleurs en effet une plateforme assez moyenne, hein, comparée aux plateformes leaders du marché. Mais il y a aussi cette troisième solution qui est à mon avis réservée aux hardcore fans de télé comme moi, qui permet de s'abonner dans la zone grise légalement à des choses auxquelles on ne devrait pas avoir accès normalement. Ouais, d'ailleurs justement, question autour de cette table, qui va s'abonner à Paramount Plus le premier jour où elle va arriver en France? Moi, si je me désabonne de Netflix, parce que je suis pas d'accord avec Romain B, je trouve que Netflix, c'est vraiment... je regarde plus qu'une ou deux séries, mais pour moi, ça m'intéresse plus en fait. Je le garde parce que je le partage avec ma famille, mais ça m'ennuie en fait. Donc moi, si Paramount Plus, l'offre m'intéresse plus, je switch quoi, direct. Hein. Plus, mais il y a plus dans le titre, donc ça t'intéresse plus. Oui, mais parce qu'il y a le plus dans Disney+, et j'ai hors de question que je m'abonne à Disney+. Et t'es pas abonné? Non. Toi, Romain Ninjita? Moi, c'est un peu différent, c'est un outil de travail, donc je regarde absolument toutes les plateformes, même Brutix, tous ces trucs-là. Donc ouais, moi je suis un peu un cas particulier. Et dans Cell TV. Par exemple, mais il nous avait envoyé une fois au bureau, il y a une dizaine d'années, une série qui était soi-disant une série porno. En gros, c'était un porno découpé en morceaux. C'est très clair. Donc, avec des cliffhangers. Il y avait des cliffhangers. Tu te demandes s'ils vont conclure ou pas. Enfin, bref. Donc, non, bah voilà, moi, d'une manière ou d'une autre, oui, j'y serai abonné, mais pour des raisons professionnelles uniquement. Ok, bah moi, en tout cas, j'y serai abonné parce que, comme l'a dit Marie-Paul tout à l'heure, il y a aussi The Good Fight, qui est aussi une excellente série dont je suis extrêmement fan. Et aussi, pour un côté pratique, c'est que du coup, oui, je vais me désabonner à Netflix parce que le modèle de Netflix, c'est que si jamais il y a une saison qui m'intéresse, comme Sex Education par exemple, bah, je pourrais toujours me réabonner pendant un mois et binger tout ce qui m'intéresse pour me redésabonner juste derrière. Donc, genre, en gros, m'abonner à Netflix qu'un mois par an. Apparemment, t'as le même modèle, soit dit en passant. Hein. C'est un modèle, Disney aussi d'ailleurs. Hein. Tu peux t'abonner, te désabonner d'un mois sur l'autre sans problème. Sauf qu'eux diffusent les séries avec un épisode par semaine. Pour contrer. C'est vrai. Voilà, la grande différence, c'est ça. En fait, qui continue à faire du 12 mois d'engagement, non? La plateforme Canal Plus série où tu n'as que les séries, là aussi c'est sans engagement. D'accord. Maintenant ils sont tous sur ce modèle-là. Ouais. La chaîne, c'est vrai que l'abonnement pour la chaîne en tant que telle, la chaîne premium avec le foot et compagnie, c'est encore le truc à l'ancienne. Mais la partie Canal Plus série, qui est pas très chère, où il y a vachement de contenu, hein, je fais pas leur pub, mais c'est vrai et on n'en parle pas assez souvent. Là aussi c'est du sans abonnement. Vraiment, ils ont tous compris que tu peux plus faire autrement aujourd'hui. Mais voilà, on voit que Disney avec les séries Marvel ou justement Paramount avec Star Trek sont revenus à la diff hebdo, à la fois parce qu'en termes de buzz sur les réseaux sociaux, tout le monde peut en parler au même rythme, parler du cliffhanger, se demander ce qui va se passer la semaine suivante, enfin un peu comme si ça se faisait encore avec Game of Thrones, Walking Dead pour les chaînes un peu plus classiques, et parce que du coup peut-être que ça leur permet de contrer ce phénomène des gens qui se désabonnent pour aller sur l'autre, etc. Oui, parce que là du coup tu vois, Netflix, c'est clair que quand il y aura la Sex Education saison je sais pas combien et que je voudrais la regarder, ça et tout, je me ferai une liste de séries Netflix que je veux voir, je m'abonne pendant un mois, je peux binger tout parce que la saison entière elle sort d'un coup
et puis je me désabonne aussi sec. Et puis alors que Paramount Plus, oui, les épisodes c'est semaine par semaine, donc voilà. Surtout que là en plus la stratégie c'est d'avoir maintenant du Star Trek toute l'année en enchaînant les différentes séries. Carrément. Après c'est vrai que Netflix il commence à souffrir de ce qui était prévisible, hein. Ils ont perdu toutes les licences justement, et on se rend compte de l'importance des licences. Donc ils ont perdu Marvel, ils perdent Star Trek. C'est des petites choses enfin Marvel c'était pas une petite chose, Star Trek c'est certainement une petite chose, mais c'est vrai que quand tu cumules tout ce qu'ils ont perdu, c'est vrai que ça fait moins de têtes d'affiche et ça fait moins de gros événements, quoi. C'est certain. C'est pour ça qu'ils achètent maintenant leur propre licence. Ils ont acheté le studio de comics de Mark Millar, moins que les résultats qu'on sait, qu'ils ont acheté tout Roald Dahl d'un seul coup, qu'ils ont acheté Narnia. Enfin voilà, ils achètent eux-mêmes les licences pour ne pas les perdre derrière. Après, sans me faire de vin, moi j'avoue que le modèle des multiples plateformes, j'y crois quand même assez moyennement. Franchement, la cohabitation HBO Max, Paramount+, Disney+, Netflix, Peacock, etc., Amazon, j'en oublie certainement. Moi j'y crois moyennement. Et je pense qu'il y aura encore des rapprochements dans les 5 prochaines années. Ça me semble inévitable. Ça serait bien d'avoir une plateforme globale où t'as des ramifications. Ça serait bien. C'est ce que tente de faire Canal, parce qu'aujourd'hui à travers la plateforme MyCanal, tu peux t'abonner à tous les autres. Tu peux t'abonner à Disney, à Netflix, à OCS à travers Canal. C'est vrai que maintenant Canal se positionne comme ça, comme distributeur de contenu. Après, combien de personnes sont, parce que du coup tu ajoutes, même si t'as un petit côté promotionnel pour dans le prix des abonnements, mais ça fait quand même un petit billet si tu veux t'abonner à tout. Mais ça, paradoxalement, c'était le modèle des câbleaux opérateurs américains, où en fait le câble opérateur achetait différents networks, en fait, si tu veux, pour avoir un package à proposer. Donc ils vendaient 120 balles, mais le problème c'est que ça finissait par revenir très très cher. Un abonnement au câble aux États-Unis c'était $130 par mois, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc on arrivait à des prix vraiment vraiment très chers. Mais en effet ça semble quasiment inévitable. Moi j'y crois pas. Enfin, tu penses bien que, tu vois, Peacock, quand ça va se lancer en France, enfin là aussi, hein, Marie-Paul, il y a des séries, hein, j'en suis sûr, et il y aura du contenu. Je sais même pas ce que c'est. En fait, c'est la plateforme NBC. de Universal. De NBC Universal, si tu veux. Ouais. Et dessus, tu as notamment le reboot de Sauvé par le Gong, il y a le reboot de Punky Brewster. Voilà, c'est ça. Et qui est pas dégueu, hein. Ils ont du catch aux États-Unis aussi pour Cyril qui nous regarde par exemple, etc. Mais si tu veux, c'est même un problème de bande passante à un moment donné. C'est-à-dire que par rapport à ce que tu disais sur Netflix, moi je regarde beaucoup moins Netflix aussi parce que j'ai plus le temps. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai vu tous mes Star Trek, les séries sur Amazon que je regarde, etc., enfin, faut quand même, le temps il est pas extensible non plus, quoi. Alors pour conclure ça, une question de Kenada Neo. Existe-t-il une pétition pour le retour de la saison 4 sur Netflix ? J'ai pas vu de trucs passer. Vous avez vu des trucs, vous ? Non, mais je pense que c'est mort. Quoi sur Internet, oui, ça doit exister. C'est-à-dire que on peut aussi demander le retour de Star Trek sur Canal Jimmy, qui était quand même le symbole. Après, quand même le retour de Canal Jimmy, oui, ça serait bien cette pétition. Après, ou le retour de Cybercable pour avoir Canal Jimmy pour regarder. Mais bon, ou TPS. Après, je pense que tu peux écrire c'est lire du papier pour rien, quoi. Et fun fact, je faisais des animations en grande surface pour vendre des abonnements TPS quand j'étais jeune. Ça vous dit mon âge un peu quand même, hein. Sinon, on a Jean-Marie David qui nous demande: s'agit-il d'un différend commercial entre plateformes ? Je pense qu'on a plutôt répondu. Ou s'agit-il d'une stratégie planifiée de la part de Paramount ? Donc je pense que on a répondu. Les deux, donc. Les deux, mon capitaine. Hein. C'est clair. Et à quel gain ou perte de revenus peuvent-ils s'attendre en se comportant ainsi ? Il y a sûrement un manque à gagner, forcément, mais bon, je pense qu'il y a plus un manque à gagner d'image de marque que forcément de rond, quoi. Non, après, tu me diras, perdre une licence, tu perds du viewer, tu perds du téléspectateur, tu perds peut-être des abonnements, parce qu'il y a des gens qui ont dû rager et qui sont désabonnés, et ils auraient raison tout à fait de rager. La question est pas bête, hein, ceci étant dit, surtout si tu te places du côté moins de Netflix que de Paramount. Parce que Paramount, les droits internationaux de Star Trek, à mon avis, ils les avaient vendus une fortune et une blinde. Alors, je me rappelle pas si on avait les chiffres, Romain, mais rappelle-moi, tu te rappelles de peut-être le contrat de Marvel et Netflix, à combien ça se portait à l'époque ? C'était plus j'ai pas ça en tête. C'était plus d'1 milliard, tu vois ce que je veux dire. Donc, alors, je pense que pour Disney, ça a payé, puisque bon, aujourd'hui Disney Plus a vraiment est en train de rattraper son retard. Ça marche plutôt bien. Mais attention, ce faisant, CBS a probablement perdu. Tu vois, on parle d'un contrat de
peut-être un demi-milliard de dollars, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Ça m'étonnerait qu'à moitié sur 4 saisons. Hein. Donc oui, non, c'est une vraie bonne question. Et ben quand je vous disais qu'il y aura des rapprochements à l'avenir, c'est évident que s'ils lancent la série à l'international, la série Paramount Plus à l'international l'année prochaine, et qu'après 4 ou 5 ans, ils en sont à 3000 abonnés en France, 4000 abonnés en Allemagne et 5000 abonnés en Angleterre, oui, il y aura une perte nette d'argent, c'est sûr. Mais on le saura que de bien plus tard, quoi. Et pour finir, une dernière question, celle de César, qu'on salue bien. Est-ce que Culber est toujours aussi choupi ? Et je pense que pour répondre à cette question, il n'y a qu'une seule façon, c'est de se rendre directement dans la zone spoiler. J'ai envie de répondre à César tout de suite, moi. Il est toujours aussi cute. C'est le meilleur de tous. C'est le plus pur. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Moi, je trouve que c'est le meilleur personnage. Après, je suis complètement in love with him depuis Angela 15 ans, donc je suis pas du tout... oui. Je suis pas du tout objectif sur la question, mais je trouve que c'est vraiment le meilleur. Il est tellement beau. Red alert! Not that any of you need the reminder, but one of Starfleet's original missions was scientific exploration. And now that we are embracing that mission once again. Cadets, if I may turn your attention to the newly constructed Archer Space Dock. Here, our existing fleet will be upgraded, and the next generation of Starfleet vessels constructed. Vessels that will once again take us to new worlds, new civilizations, places you can't even begin to imagine right now. Alors le premier épisode qui s'appelle Kobayashi Maru, qui a été écrit par Michel Paradise, Jenny Lunette et Alex Kurtzman, qui a été réalisé par Olatunde Osunsanmi, qui est un réalisateur qu'on a déjà vu réaliser des épisodes dans Star Trek Discovery, un réalisateur que j'aime pas trop, je vais en reparler plus tard. Après des mois passés à reconnecter la Fédération avec les pays lointains, le capitaine Michael Burnham et l'équipage de l'USS Discovery sont envoyés pour aider une station spatiale endommagée, une mission apparemment routinière qui révèle l'existence d'une nouvelle menace terrifiante. Est-ce que vous voulez bien dire la capitaine, s'il vous plaît ? J'ai dit le capitaine. Ok, on va dire la capitaine. Pas de souci. Alors, tout de suite, avant de vous donner la parole, j'explique pourquoi j'aime pas trop ce réalisateur qui a réalisé les 2 premiers épisodes de la saison 4. Même si c'est mieux sur la 2 que sur la première, je trouve qu'il a vraiment un problème avec la caméra. Elle bouge trop dans tous les sens. Moi, ça me file la gerbe. Vraiment, c'est quelque chose que j'avais déjà dit dans les saisons précédentes. Je trouve qu'il exagère. Moi, je comprends les effets de style qui doivent être faits quand il y a beaucoup d'action. Il faut que la caméra, elle bouge dans tous les sens. Il faut que le montage soit rapide, saccadé, etc. pour donner effectivement une espèce d'urgence. Mais je trouve qu'il en fait beaucoup, beaucoup trop et que des fois, c'est clairement too much. Et c'était un point noir pour moi, la réalisation dans les saisons précédentes qui s'était améliorée avec la saison 3. Donc moi, j'ai peur qu'on retourne dans ces travers-là et j'espère que du coup, ça va s'arranger dans les épisodes suivants. Comment avez-vous trouvé cet épisode ? Tiens, toi, Marie-Paul. Ah non, gardons le meilleur pour la fin. D'accord. Alors, toi, Romain Brami. Écoute, j'étais content de revoir mon équipage Discovery. J'ai probablement plus content que je ne l'aurais cru initialement, y compris tous ces personnages secondaires qui, après 5 saisons, sont toujours aussi peu après 4 saisons, sont toujours aussi peu développés. J'étais content de retrouver cette bande. On avait anticipé beaucoup de choses, je trouve, dans ce podcast. On avait prévu pas mal de choses. Moi, je trouve que ce nouveau statu quo de reboot en fait de Star Trek, c'est-à-dire que c'est quasiment Star Trek Enterprise, ça raconte la fabrication, la construction de la Fédération, mais sans les problèmes du reboot, c'est-à-dire que ils sont dans le futur, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent raconter de nouvelles histoires, ils peuvent avoir des nouveaux effets spéciaux, etc. Je trouve que sur le papier, ils avaient tout pour faire un statu quo vraiment super intéressant pour le reste de la série. J'ai trouvé l'épisode pas mal dans cette idée, ça y est, il y a un problème, ils y vont, ça parle beaucoup de politique, on voit la nouvelle présidente de la Fédération, etc. Aspect que moi elle m'a pas mal rappelé Kai Wynn, la nouvelle présidente de la fédération. J'ai repensé beaucoup à Deep Space Nine, dans son côté gentil, mais en fait t'as l'impression que c'est une bitch, etc. Et puis malheureusement, en effet, arrive la fin de l'épisode. On est dans la zone spoiler, je peux y aller.
où tu te retrouves de nouveau avec une menace intersidérale qui menace de tuer toute la galaxie, de tout péter, ce qui est quand même, je trouve, extrêmement culotté après le burn, quand même, après le brasier, c'est-à-dire qu'ils sont littéralement un an après le burn et on est encore dans les histoires de trucs, et pour moi c'est un choix qui est quasiment incompréhensible en fait, et après on parlera du deuxième épisode, ça ne fait qu'ajouter à mon impression. Je comprends pas pourquoi ils se sont sentis avoir besoin encore d'une mystery box sur cette saison, je comprends pas pourquoi ils ont besoin d'une nouvelle menace, alors que leur statu quo leur permettait de raconter à peu près n'importe quoi dans cette saison en fait, si tu veux. Voilà, mon incompréhension est totale à ce niveau-là. Après, dans les bons points, je trouve que visuellement la série a fait ou alors je sais pas si c'est moi qui ai oublié ou quoi, mais je trouve que la série visuellement a fait un bond en avant immense. Les effets spéciaux, alors là je sais pas, je suis bluffé. Bon, il y a un détail dont on parlera peut-être plus tard sur la passerelle qui m'agace profondément, mais à part ça, les costumes, même les coiffures, je dois dire, les maquillages et les effets spéciaux, là on est rentré dans une autre dimension, quoi. Moi, il me semble que c'était déjà comme ça les saisons précédentes, mais ok. Toi, Romain Nigita, je me souviens, j'ai réécouté en fait le podcast bilan de la saison 3 qu'on avait fait il y a maintenant presque un an. Et toi, tu déplorais justement déjà le fait qu'il y ait une nouvelle menace au lieu de faire du world building, comme ce que disait Romain à l'instant, c'est qu'on aurait pu avoir la création de cette nouvelle fédération et suivre ça. Et malheureusement, t'avais raison. Oui, alors moi sur ce premier épisode et même sur le deuxième, j'ai pas vraiment été surpris. C'est du Discovery tel qu'on s'y est habitué, avec tous ses défauts et puis les points positifs qu'on aime bien. En effet, le cast, les personnages secondaires, les effets spéciaux, les décors, tout ça, ça marche toujours aussi bien. D'ailleurs, peut-être que ce qui fait un peu meilleur effet en termes justement d'effets spéciaux cette saison, c'est qu'ils ont un peu la même technique que la série Star Wars Mandalorian, c'est-à-dire qu'ils tournent avec des écrans qui projettent directement les décors, c'est pas de l'incruste. Ah oui. Donc c'est peut-être ça qui donne un meilleur rendu, je sais pas. Non, mais sinon voilà, il y a une nouvelle menace interstellaire, il y a des explosions dans tous les sens, c'est sympa, ça se laisse regarder. Bon voilà, c'est Discovery, faut pas en attendre plus, je pense. Moi, il y a un truc par contre que j'ai trouvé vachement intéressant dans ce premier épisode, c'est la scène qui est tout à la fin entre la présidente et la capitaine, donc Michael Burnham, qui remet en avant en effet le gros défaut de Burnham, qui au départ était un défaut d'écriture, mais qui maintenant est un vrai défaut du personnage qui est exploré, qu'il avait déjà été dans un épisode de la saison 3, c'est le fait qu'elle a cette espèce de syndrome de la personne qui pense que c'est elle qui va sauver tout le monde. Voilà, au départ, dans les 2 premières saisons, c'était vraiment un problème d'écriture, je pense, c'était une facilité d'écriture, et il y a eu cet épisode dans la saison 3, et je pense qu'on en avait déjà parlé d'ailleurs à l'époque, dans lequel il y avait quasiment le procès de Michael, et où sa mère lui disait, mais attends, t'as ce problème-là, c'est pas toi de sauver tout le monde, mais t'es persuadé que tu dois le faire, et qu'il la mettait face à ce souci. Et maintenant, le fait qu'elle soit capitaine, c'est encore plus un problème. Le fait que en tant que capitaine, elle veut aller partout, elle veut tout résoudre, non, c'est pas le rôle du capitaine. C'était d'ailleurs la différence entre Kirk et Picard, d'ailleurs, si on se souvient. Et là, le fait que la présidente, malgré tout le côté machiavélique qu'elle semble avoir, la mette face à ce souci-là, je trouve ça vachement intéressant. Cette dimension-là qu'ils arrivent maintenant à injecter dans Michael depuis la saison précédente et qu'ils semblent vouloir à nouveau explorer dans cette saison-là, ça, pour moi, c'est un point positif. À voir si dans la suite de la saison, justement, toute la problématique du personnage de Michael et le fait que maintenant elle soit la capitaine, ça va clasher. Moi, je suis impatient de voir ça. Pour ce qui est de l'intrigue spatiale, l'anomalie et compagnie, on verra bien, mais je pense que ça n'a pas grande importance. Voilà en tout cas pour le premier épisode. Moi je suis un peu lassé de ça justement, parce que dans la saison 1 on avait le Saru qui avait le rôle de dire à Michael ce qu'il fallait pas faire et qu'elle faisait quand même, et que du coup elle avait quand même raison. Dans la saison 2 c'est Spock qui était là pour lui dire ce qu'il fallait pas faire, elle le faisait quand même, elle avait quand même raison. Dans la saison 3 c'était l'amiral Vance, et maintenant c'est la présidente de la fédération. Je trouve que c'est quand même beaucoup répétitif, et puis surtout ça nous mène nulle part, parce que de toute façon à chaque fois on a l'impression que les difficultés glissent sur Michael et qu'elle n'a pas vraiment à se remettre en question, et c'est dommage parce que effectivement il y a tous les éléments sur la table pour que ça puisse fonctionner. On se souvient tous que finalement le procès Vulcain l'année dernière, c'est sur une pirouette scénaristique qu'ils s'en sont tirés. Je veux dire, la promesse elle n'était pas du tout tenue, il n'y avait pas finalement d'issue logique. De joute verbale, enfin bref, tu vois, genre argumentaire, contre-argumentaire, il y avait pas ça, quoi. Et finalement, à chaque fois, c'est trop facile, quoi. C'est vraiment du deus ex machina à chaque fois pour servir Michael, et c'est vraiment, vraiment dommage, parce que, le personnage, enfin, l'actrice est bonne, tout le casting est bon, de toute façon, on le sait, c'est simplement qu'il y a, dans les histoires, la façon dont c'est raconté, c'est
c'est toujours trop facile. La promesse n'est jamais aboutie. Il y a quand même une évolution majeure du personnage. Avant, elle pleurait tout le temps, maintenant elle sourit tout le temps. Je sais pas si t'as remarqué. Dans le premier épisode, c'est vraiment, t'as voulu dire ça y est, maintenant elle est de bonne humeur, ça y est, on vous présente une nouvelle Michael. Tu verras, je pense que sur 45 minutes, elle sourit 43 minutes. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui a tweeté quand j'ai dit que, je sais plus à quelle occasion est-ce que c'était, qu'on n'allait pas avoir la saison 4, qu'on allait enfin la voir, qui disait, alors moi je suis content, mais ils passent leur temps à sourire dans ce premier épisode. Et effectivement, ils ont tous la banane d'être là, en fait. Il y a des trucs dramatiques qui se passent, mais tu sens dans leurs yeux, dans leur regard, que ça brille, qu'ils sont contents, ils sont contents d'être là. Ça met la pêche, effectivement, c'est peut-être un peu trop par rapport à ce qui se passe. Je vous rejoins totalement sur le traitement de Burnham, c'est vraiment assez pénible. Ok, elle sourit, il y a une lueur d'espoir sur l'évolution du personnage dans l'épisode 2, on en parlera un peu après. Mais là, dans ce premier épisode, c'est effectivement, ça reste toujours fatigant, ce Deus Machina, Ex Machina, là. Mais moi, Discovery, en fait, Burnham, je la vois plus comme un personnage, elle est là pour entraîner la clique, et tout ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a tous les autres qui gravitent autour d'elle. Ouais, mais c'est un peu dommage quand même, parce que c'est censé être le lead cast, et c'est vrai, je te rejoins complètement. Moi, je pense que la série se porterait tellement mieux si Michael Burnham n'était pas là, et c'est vraiment dommage, parce que la pauvre actrice, elle y est pour rien. C'est simplement, je pense que c'est cette idée à chaque fois d'avoir des mystery box, d'avoir des retournements de situation qui obligent des fois à faire des retournements de situation qui sont forcés et un peu factices, qui poussent forcément du coup les personnages à faire n'importe quoi, et du coup ils sont plus crédibles à nos yeux, et c'est bien dommage. Mais du coup, sinon, à part ça, est-ce que tu as apprécié l'épisode quand tu l'as regardé? Écoute, oui, mais alors est-ce qu'on peut parler des hommes papillons qui sont hyper cringe? C'est horrible, j'ai fait des cauchemars, c'était atroce, ça m'a rappelé. J'arrive pas à mettre le doigt sur quel personnage des films des années 80 auquel ça m'a fait penser. Est-ce que je me demande si c'est pas c'est un Ghostbuster, il y a pas je sais plus, il y a un truc qui ça m'a Nicolas Hulot. Oui, évidemment, Nicolas Hulot, bien évidemment. Ouais, ils sont hyper cringe. Du coup, ça, j'ai trouvé ça mal écrit, mal joué. Tu penses peut-être à Gozer dans Ghostbuster, non? Non. Parce qu'elle avait une tenue un peu blanche, un peu ce mouvement. Je sais pas, faudrait que je re-regarde, il faut que j'arrive à ce qu'on les remate avec mon mec, il veut pas, il est trop jeune, voilà, bref. Il ressemble un peu à des personnages de vieux épisodes de Doctor Who des années 60, en fait. Ouais, peut-être, ouais. C'est qu'il y a un côté très kitsch, quand même. C'est-à-dire, elle est intéressante, cette scène, parce que je sais pas si c'est volontaire ou non, mais moi j'ai voulu lui voir une attention de la part de Kurtzman, puisqu'il coécrit l'épisode. En fait, c'est quasiment un clone, cette scène, de la scène d'ouverture de Star Trek Beyond. Ouais, en fait. c'est ça qui m'a gêné, moi. Non, Into Darkness. Ça m'a gêné, ouais. J'ai trouvé ça hyper facile. C'est quasiment la même scène, sauf que, et c'est pour ça que moi j'ai vu quelque chose de volontaire, les gens avaient beaucoup, à juste titre d'ailleurs, avaient beaucoup reproché à cette scène d'être une violation manifeste de la Prime Directive, la fameuse Prime Directive, et de Kirk et McCoy se comportaient limite comme des colonisateurs. Or là, dans cet épisode, le début est exactement le même, mais à la fin, on est dans de la diplomatie, on est dans de la Prime Directive, et on est dans de la diplomatie, quoi, pure et dure. Et j'ai vu, moi, un clin d'œil de Kurtzman qui dit, vous voyez, je commence à comprendre ce que c'est Star Trek, mais peut-être que je me fais un film, mec, en fait. depuis le temps. Mais moi, j'ai bien aimé cette scène, justement, pour ce que tu dis, qu'effectivement, il y a un côté remake de cette scène-là, mais en plus réussi. Par contre, ce qui est un peu con, c'est quand même que les hommes papillons, ils savent vraiment pas viser, quoi. C'est des Stormtroopers, les mecs. Mais ils t'expliquent pourquoi. Mais c'est parce que les satellites, ils marchent pas et leur magnétisme, il est foutu. Oh, mais t'as regardé l'épisode? Ouais, puis moi, je fais la même réflexion au début, et après, je me suis dit, non, mais en fait, ils veulent pas leur tirer dessus, tu vois ce que je veux dire? Ils sont en mode cow-boy, le cow-boy qui tire dans les pieds pour te faire peur, mais, enfin, pas dans les pieds, mais tu sais, comme dans Back to the Future. Mais, à aucun moment, je me suis dit, ces mecs-là, ils veulent les tuer, tu vois, ils veulent juste leur dire, mais dégagez de chez nous, en fait, quoi. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous avez pensé de leur look? Méga cringe. Je trouvais ça Moi, assez réussi. J'ai bien aimé ce côté kitsch. Je trouvais ça assez réussi. C'était kitsch et j'ai bien aimé.
C'est le genre de truc on aurait pu voir dans TOS s'ils avaient eu les moyens peut-être. Ouais, c'est Genre ça, un truc je suis complètement barré, d'accord. quoi. Ouais, je suis mais d'accord. justement, je trouve que autant on dit qu'il y a du pognon mis sur la table avec les écrans à la Mandalorian, etc., autant je trouve cette scène hyper cheap. Je sais pas. Bah, les personnages, je sais pas, après... Je sais pas, c'est à ça que tu pensais, Marie-Paul, bah donc j'y pense. Moi, il m'avait fait penser, je viens de me rappeler, il m'avait fait penser à Dr. Manhattan dans le film Watchmen de... Non Zack de Zack Snyder Snyder, ouais. Non, moi non. Parce qu'il glow, non, carrément pas. il brille, non, un petit peu, il Ouais, me non, semble. non, rien à voir. Ouais, mais pas comme Non, ça. rien à non. voir. Non, c'est vraiment les yeux, il y a un truc, faut que je chercherai. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé la complicité entre Book et Michael Burnham. Ça faisait vraiment, c'est la mission de routine un petit peu, parce que oui, ça fait 5 mois qu'elle distribue du dilithium à droite à gauche et que la fédération a presque doublé de membres par rapport aux peuples qui ont rejoint donc la fédération. Et voilà, j'ai trouvé ça, c'était plutôt sympathique parce que ça nous mettait un peu dans l'ambiance. Et du coup, on comprend par cette scène que du coup, il y aura forcément... Donc, il y a une ellipse et on ne verra pas le truc qu'on attendait de voir, qui était effectivement Michael Burnham avec le Discovery qui va faire le tour des planètes et avoir des épisodes de la semaine, entre guillemets, la planète de la semaine. C'était assez drôle que ça soit le chat aussi qui crée la confusion, tu sais. Il dit, ouais, but she's a queen. Quoi, vous détenez une monarque? Je sais pas, c'est con, mais j'avoue que j'ai trouvé que c'était marrant. C'est très con, mais c'est marrant. Ouais, chez moi, ça a marché aussi, ouais. Captain, incoming message. Alors, il y a plein de choses que j'ai adorées dans cette 4e saison de Discovery. Je dois dire que ça m'a fait penser à la 2e saison et à la 4e de Deep Space Nine. Et ce qu'avait dit Michael Piller à l'époque, lorsque la série avait, entre guillemets, été rebootée, c'est commencer la saison avec un bang. Et là, je trouve que par plein de références, de situations, de scènes d'action, mais de scènes d'action avec du sens, de twists. Je trouve que la 4e saison a vraiment commencé avec un bang, mais dans le bon sens du terme et dans la plus pure tradition Star Trek. Donc Michael Burnham est maintenant capitaine. Elle est aux commandes du Discovery et elle est, je trouve, incroyable. Alors elle continue à être très émotionnelle, proche de l'équipage, mais en même temps, elle est confrontée maintenant à des choix, des décisions qu'elle doit prendre. Et maintenant, elle est capitaine. Donc, ces choix, comme on le voit dans le 2e épisode, ont des conséquences. Et elle ne doit pas forcément faire certains choix, mais et le fait que elle ne sait pas si Book doit aller en mission, si les questions qu'elle se pose, les interrogations, le côté personnel et le côté professionnel qui s'affrontent. Je trouve que voilà, il y a beaucoup de choses qui promettent d'être intéressants et comment se construit un capitaine. Elle est très très différente de Janeway, mais tant mieux. On ne veut pas avoir des clones dans cette série. On veut voir des individualités et des personnes confrontées au problème d'être un leader. Et Janeway, jeune, devait aussi être sûrement confrontée à des choix très très durs. Et donc, on l'a rencontrée quand elle était capitaine depuis plusieurs années. Là, Burnham est différente. Elle vient d'être nommée. Et donc, elle a des choix et elle va se construire. Et donc, cette saison promet d'être très très intéressante de ce côté-là. Bien sûr, je suis ravie de retrouver Book, un personnage que j'avais beaucoup aimé dans la saison 3. Et je trouve que c'est intéressant de le voir et de voir comment il va évoluer maintenant que son monde a été détruit. Alors, je veux dire, je me suis demandé ce qu'il en était de son neveu et si on ne le retrouvera pas ultérieurement. Mais voilà, ça promet la relation qu'il a avec Burnham est, je trouve, très très intéressante à suivre. Moi, je suis fan de leur liaison, donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer également et l'impact que va avoir la destruction de son monde sur le développement de son personnage. Ensuite, concernant les autres personnages, moi j'étais ravie de les voir. Mr. Saru en premier officier. Voilà, moi j'ai trouvé c'était un acteur incroyable qui arrive à rendre le côté alien de son personnage très vivant. Et Stamets aussi, le côté antagoniste. Enfin voilà, je trouve que les personnages se développent très bien. Et les personnages, surtout contrairement aux précédentes saisons, existent indifféremment de Burnham en fait. Ils étaient beaucoup trop liés à elle et tous les plot points en fait revenaient sans cesse à elle. Là, je trouve que le bon côté de ces 2 épisodes montre que beaucoup de personnages grandissent et évoluent
sans elle, ce que je trouve très intéressant. Donc voilà, après, bien sûr, il y a des petits défauts, mais je dirais que pour une fois, l'excès de scènes d'action, qui n'est pas vraiment Star Trek, ne m'a pas dérangée et je trouve que ça servait l'histoire. Ensuite, moi, il y a un point qui me chagrine un peu, c'est que comme d'habitude, il y a cette espèce de mystère qui va courir tout le long de la saison. Moi, j'aime bien l'idée de l'épisode, voilà, donc j'ai hâte de voir si Strange New Worlds va tenir cette promesse. Et tant pis si Discovery ne veut pas la tenir et s'il y a besoin d'avoir un mystère tout au long de la saison. Moi, je suis prête à regarder cette quatrième saison. En avant, toutes. Par rapport au fait qu'il y a encore un mystery box, qu'il y a une menace, etc. C'est juste que c'est depuis le début de la série, c'est comme ça. Et l'écriture, elle est clairement faite pour un autre type de fan qui est habitué à plus d'action, etc. Et moins exploration scientifique. Ils ont voulu recruter d'autres publics qui, c'est les mêmes problématiques que vous aviez soulevées dans les films de J.J. Abrams. C'est très très action, très on s'en fout plein la figure, etc. Je pense que mais ça excuse pas le résultat, hein, ça clairement. Mais je pense qu'il y a quand même toute une part de il faut qu'on mette encore un gros mystère parce que sinon les gens ils vont pas continuer à regarder la série jusqu'au bout. C'est dommage parce qu'effectivement on peut très bien faire un fil rouge un peu intéressant et faire de l'exploration de planètes et du recrutement de planètes, quoi. On en parlait entre nous au moment de quand l'épisode a été diffusé, on s'était échangé quelques messages. Kurtzman, des fois, tu as l'impression que c'est en effet l'élève de J.J. Abrams et qu'il ne sait écrire qu'en Mystery Box, en fait. Ça en est presque hallucinant au bout d'un moment. C'est-à-dire que tu te dis, est-ce qu'il sait qu'on peut écrire un scénario d'action même, hein? Parce que t'as pas tort, Marie-Paul, mais je suis désolé, même de l'action, tu peux en faire sans Mystery Box, en fait. C'est possible. Tu peux faire ce qu'a dit Romain ou ce qu'a dit Guigui, tu vois, le Episode of the Week, une planète et tout, et faire une série d'action quand même. Mais je crois que c'est un garçon qui ne pense qu'en Mystery Box, hein. Il suffit de suivre sa carrière, hein. Je te rappelle qu'il a fait Fringe, qui a un pitch super intéressant et qui a une fucking Mystery Box qui ne fait que pas empirer, mais enfler, agrandir au fur et à mesure des saisons. Et je me suis refait ça récemment, donc et c'est le comparse de J.J. Abrams, c'est pas son élève, ils ont bossé ensemble, notamment là-dessus, quoi. Ils ont commencé ensemble, en vrai, hein. Ils sont de la même école, au final, quelque part. Je sais pas s'ils ont fait une école spéciale, mais en tout cas, voilà. Ils sont dans le même moule. Ils ont commencé sur Xena. Kurtzman et Orsi avaient commencé sur Xena, Princesse guerrière, avant de bosser avec J.J. Abrams. Donc ça revient peut-être là, je sais pas. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a un truc qui est vachement bien, je l'avais oublié, il y a un super clin d'œil au niveau de la musique dans ce premier épisode, quand la présidente présente la station spatiale Archer, enfin le dock spatial Archer, on entend dans la musique, c'est le thème de fin des épisodes d'Enterprise. Ça m'a fait super plaisir. C'est ce qui aurait dû être le générique. C'est le thème qui aurait dû être le générique de base avant qu'ils décident de le changer pour cette musique country qu'on adore. C'est ça, évidemment. Mais c'est le générique de fin des épisodes, ouais, c'est celui sur lequel il y a les crédits. Ouais. Et c'est le thème d'Archer, du coup. Ouais, tout complètement. Mais justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que là, on relance donc la Fédération, elle a presque doublé de volume. On relance Starfleet Academy. Ouais, ça faisait plein de pistes intéressantes pour faire des épisodes, relancer Starfleet Academy. Mais c'est super intéressant parce que du coup, comment tu refais quelque chose qui est lointain, qui a été abandonné à un moment donné, et de le faire revivre, ça aurait été passionnant de voir ça. Et ouais, en fait, moi, je suis pas contre cette histoire de menace, cette super méga menace, super dangereuse qui va niquer toute la galaxie. Mais ça arrive beaucoup trop tôt. Laissez-nous apprécier le statu quo, connaître les personnages vraiment. Et quand la menace, elle arrivera, elle sera d'autant plus menaçante parce qu'on aura peur pour les personnages parce qu'ils auraient été rendus crédibles à nos yeux. Surtout, au final, tu te rends compte que Discovery, ils discover pas grand-chose. Oui, carrément, c'est vrai. Attends, des mystères qui vont foutre en l'air l'univers. Excuse-moi, c'est quand même mieux que de trouver ça serait Star Trek Savior un caillou, un truc comme ça, mais t'as pas la découverte scientifique. On va juste vers l'inconnu puis on voit ce qui se passe. Mais non, je suis désolée. Il y a une découverte scientifique. Ils arrivent quand même malgré tout à. Ils font de la collecte de données, ils font de l'analyse, ils font de l'exploration. Certes autre, en fait ça reste de l'exploration mais c'est complètement différent et je suis d'accord avec toi Guigui sur le fait que oui la Starfleet Academy l'a relancé, ça aurait été intéressant etc, mais est-ce que c'est pas un truc qu'on aurait déjà vu au final et que vous en tant que vieux fan de Star Trek non c'est une vraie question en fait. Ils en feront probablement un spin-off de cette nouvelle académie.
Oui, pour en faire un spin-off, ouais, c'est clair. Mais du coup, à part le début du film de J.J. Abrams de 2009, quelques épisodes de brides d'épisodes ici ou là dans la Next Gen, un petit peu dans Deep Space Nine, non, pas vraiment. C'est toujours quelque chose qui est cité, mais ça n'a jamais été énormément développé. C'est pour ça qu'il y a toujours eu cette idée de faire une série qui a toujours été sur la table et qui a finalement jamais été développée. Donc oui, ça aurait été vraiment l'occasion, peut-être pas d'y dédier la saison entière, mais quand même plusieurs épisodes, ça aurait été quand même vraiment intéressant. On verra, cela dit, on en est qu'au 2e épisode là, donc peut-être oui, c'est vrai. Pour répondre un peu plus à ta question, Marie-Paul, par contre, ce qu'on a déjà vu par le passé, c'était la burst de la naissance de la Fédération, et on l'a vu à travers la série Star Trek Enterprise, dont tu nous entends souvent parler. Le problème de Star Trek Enterprise, l'un des problèmes de Star Trek Enterprise, il y en a de nombreux, mais qu'elle souffrait de beaucoup de problèmes dont souffrent les préquels en général, si tu veux. C'est-à-dire d'être très très enfermé dans une bulle, ou d'être très encadré, si tu veux, puisqu'il faut que certaines races soient découvertes à certains moments, tu vois, machin, truc bidule, et pas d'autres. Et du coup, à chaque fois que t'essayes et c'était souvent le cas dans Enterprise, à chaque fois que t'essayes de faire venir un truc au mauvais moment, ça fait très forcé, tu sais. C'est un peu comme quand tu mets Legolas dans le Hobbit, si tu veux. Exemple ou parfait, que tu te rends compte que Z6PO a été créé par Dark Vador, tu vois. Ça, c'est le problème inhérent à toutes les préquels. Ou faire de Michael Burnham la sœur adoptive de Spock. Exactement, oui, ça, évidemment. Comment je peux oublier ça? Et alors que là, si tu veux, t'avais l'occasion de raconter une burst de la Fédération sans aucun carcan, puisque t'étais libre, t'étais dans le futur, et en plus avec des avancées technologiques, des machins, des trucs. Donc, d'un point de vue trekien, si tu veux, il s'était assis sur une mine d'or. Et j'arrive pas à croire qu'ils s'en rendent pas compte, en fait. Alors, on est à 2 épisodes sur 12, hein, donc il va se passer encore plein de choses. Mais si vraiment les 12 épisodes, c'est d'aller en planète pour aller traquer l'entité, comme c'est le cas du 2e épisode, enfin, pour moi, c'est incompréhensible d'un point de vue showrunning, en fait, et d'un point de vue Star Trek aussi. Mais il y a un point quand même très positif que je tiens à noter, c'est que la majorité du temps de parole est fait par des femmes dans la série, pour l'instant. Et ça, c'est plutôt cool. Oui, non, mais si, c'est vrai. Moi, j'avais même pas fait gaffe, mais maintenant que tu me le fais remarquer, je constate que... Le temps d'écran est majoritairement pour des personnages féminins. Heureusement qu'on redresse la balance dans le podcast. C'est clair. En me coupant la parole et tout, en bons hommes white, tout ça, hein. Attends, je vais te mansplainer Star Trek. Alors, tu vois ma cocotte, il faut que je t'explique un truc. Bon, là, on en est au générique de début de l'épisode 2 sur Pluto, parce que je continue à regarder. Ils vont faire 2 vues. Non, ouais, on va quand même un petit peu avancer sur donc la présidente qui s'appelle Laira Rilak. En fait, si j'ai bien compris, parce que donc moi j'ai regardé en VO, mais bien sûr moi je comprends pas tout. Hein. C'est une hybride, donc humano-bajora-cardassienne. C'est ça. Donc c'est intéressant, donc ça montre aussi, c'est toujours un petit clin d'œil donc à Deep Space Nine de voir qu'effectivement les Cardassiens, les Bajorans, les humains, ils se sont tellement bien entendus au bout d'un moment que finalement il y a des métis issus de ces races-là. Donc c'est vrai que cette présidente, elle est assez intrigante, et en fait on se rend compte que si elle a voulu s'incruster sur la mission du Discovery, c'est pour évaluer Michael Burnham, parce qu'elle aimerait bien lui confier le nouveau vaisseau avec la nouvelle technologie du Spore Drive qu'ils sont en train de développer, qui est le Voyager G, dont G comme Janeway, hein, bien sûr. Et donc moi j'ai trouvé que c'était intéressant, parce que oui, effectivement elle manigance un peu des trucs, mais elle dit des choses quand même qui sont très vraies par rapport à la façon de Michael de gérer son capitanat. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'étiez pas d'accord avec elle un petit peu quand même? C'est ce que j'ai raconté tout à l'heure, c'est la discussion de la fin où elle lui dit qu'elle a ce complexe de sauveteur, je sais pas comment on peut dire. Donc oui, c'est ma scène préférée de l'épisode de toute manière. Elle a un peu le complexe du White Savior au final, alors que c'est quand même une femme noire. C'est assez bizarre, c'est assez fatigant d'ailleurs ce complexe. Arrête de sauver les gens. Mais du coup, Romain, le fait que tu aies bien aimé cette scène, si elle se trouve contredite plus loin dans la saison, dans le sens où, du style, finalement, c'est le point de vue de Michael qui prime, est-ce que ça va pas te décevoir? Ah, bien sûr, mais voilà, mais bon, je me répète par rapport à tout à l'heure, je pense que dans les 2 premières saisons, c'était le défaut, et j'ai l'impression que depuis la saison 3, ils mettent vraiment le doigt sur ce défaut pour dire, ok, pour le traiter vraiment. C'est pas juste un problème d'écriture, c'est le souci majeur du personnage, après, en effet, si au final, s'ils ne reviennent pas là-dessus dans la saison 4, si son attitude ne provoque pas une grosse catastrophe, si elle se remet pas en cause, ça leur servait à rien, je suis bien d'accord. Mais le fait qu'ils placent ça en ouverture de saison, j'espère en tout cas que ça n'est pas un hasard. Sinon, en effet, je serais très déçu. Mais bon, ce sera pas la première déception avec Discovery.
En tout cas, ça a le potentiel d'être l'un des personnages les plus intéressants de la saison, parce que ça ramène de la politique dans Star Trek, quelque chose qui me manque beaucoup, moi, à titre personnel. C'est ce que je préférais dans Deep Space Nine. Et ouais, c'est un personnage qui... Moi, voilà, il y a eu beaucoup de nods depuis la nouvelle génération de Star Trek, il y a eu beaucoup de nods à Voyager, il y a eu finalement assez peu de nods à Deep Space Nine. Et je suis assez content de... Je sais pas, ce personnage... alors, en plus, c'est vrai que j'avais même pas... je vous ai dit tout à l'heure qu'elle me faisait penser à Kai Winn, j'avais pas fait le rapprochement avec le fait que pour moi, c'était pas pour moi, qu'elle est Bajoran et Cardassienne. Je trouve qu'elle peut rajouter un côté un peu Deep Space Nineien à Enterprise. Ah, Discovery, pardon. Ouais, et donc du coup, on a cette fameuse station qui est en perdition suite à l'anomalie, et pourquoi le Discovery n'a pas cherché à le stabiliser avec un rayon tracteur, par exemple? Moi, j'ai pas dit... En fait, je vous dis la vérité, j'ai pas bien compris ce qui s'est passé par rapport à cette mission de sauvetage et les décisions qui étaient prises, parce qu'il me semblait qu'il y avait quand même d'autres façons plus simples de régler le problème. Il parle pas de rayon tracteur d'une manière générale. Moi, j'ai juste vu ce qui est pas d'ailleurs forcément très bien montré, mais la station étant trop massive, c'était pas une possibilité. Je me suis pas trop posé la question. Bah, de ce qu'ils avaient l'air de dire, alors je sais pas comment est-ce qu'ils le disent en français, parce que moi j'avoue, je les regarde en anglais. Il y a des trucs qui vont pas, et je suis pas sûre que... Enfin, c'est vrai qu'ils évoquent pas du tout le rayon tracteur, mais ça doit être, comme dit Romain, c'est parce que c'est trop gros en fait. Et donc du coup, sinon on a Book qui retourne sur sa planète, il est trop content de retrouver sa famille, et bien sûr, c'est comme d'habitude, quand ça se passe trop bien avec ta famille, c'est qu'en général elle va y passer. Donc oui, la planète de Book est complètement détruite, et donc du coup le pauvre... alors moi j'ai trouvé que l'acteur était vraiment très juste, parce que moi j'ai eu vraiment de la peine pour lui dans cet épisode-là, et bien sûr dans le suivant dont on va parler tout de suite. Welcome back, Captain. Thank you, but please, call me Saru. How about Mr. Saru? That would be acceptable. Commander Bryce, open a shipwide channel. Aye, Captain. Ready. Discovery. Today we seek to understand a threat like none our galaxy has faced before. We know the cost of its destructive power all too well. We lost colleagues, friends, and Quajon. Countless lives, histories, futures. We won't let their deaths be in vain. And we are going to make damn sure nothing like this happens again. Not on our watch. Not on our watch. L'épisode 2, Anomalie, qui est écrit cette fois par Anne Coffell Saunders et Glenys Mullins, et qui est réalisé toujours par la même personne que pour l'épisode 1. Là où on voit donc Saru qui revient aider l'USS Discovery pour dévoiler le mystère de cette nouvelle force inhabituellement destructrice, alors que Burnham dirige l'équipage, elle doit également trouver le moyen d'aider Book à faire face à cette perte inimaginable qui est bien sûr sa planète natale. Donc comme je le disais, l'acteur qui joue Book, je l'ai trouvé vraiment très très juste dans cet épisode-là, parce qu'il le pauvre est complètement traumatisé. Alors ça rappelle aussi un peu la destruction de Vulcain dans le film de Star Trek de 2009 de J.J. Abrams. Est-ce que ça vous intéresse, et est-ce que vous pensez que c'est un ajout supplémentaire qui peut rendre le personnage de Book plus intéressant ? Non, je pense pas que ça va le rendre plus intéressant, ça le rend plus caricatural. Ça y est, maintenant c'est lui qui reprend le rôle de Burnham et d'être tout le temps malheureux, traumatisé, vengeur, etc., etc. Il avait pas besoin de ça parce qu'il était cool ce personnage. Il avait un petit côté Han Solo de l'univers Star Trek. Il savait un peu mieux s'orienter dans ce nouveau monde que le membre de Discovery, donc il avait pas besoin de ça. Je trouvais que c'est un personnage qui avait trouvé sa place de lui-même beaucoup mieux que la plupart des membres d'équipage après 4 saisons, ce qui est un petit peu tragique. Donc non, c'était pas très intéressant. Comme d'habitude, est-ce que tu peux raconter une histoire sans faire exploser une planète ? Est-ce que tu peux, là encore, on retrouve la patte d'Abrams, et je pense au dernier Star Wars. Est-ce que tu peux, raconter une histoire sans que toute ta famille se fasse exterminer ? Est-ce que tu peux raconter une histoire sur Seven of Nine sans que son fils adoptif se soit fait kidnapper, violer et arracher les poumons ? Je suis désolée, mais Star Wars, c'est le mauvais exemple pour l'explosion de planète et la décimation des populations. Excuse-moi c'est pas Abrams le premier.
Je comprends ce que tu veux dire, mais je pensais plus à la destruction de Snowden. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a... En fait, t'as raison, Marie-Paul, mais ce que je veux dire, c'est que t'as l'impression que c'est quasiment systématique, qu'il faut qu'il y ait en effet des drames, mais de dimensions, tu vois, extraordinaires, quoi, pour arriver là, alors que c'est un personnage qu'on n'avait même pas besoin. Et puis voilà, puis comme on l'avait vu venir, moi je l'avais vu venir, en tout cas c'est sûr, mais dans cet épisode, immédiatement on est plongé dans cette nouvelle truc là, nouveau brasier, là je sais pas comment on l'appelle, dans celui-ci, la distorsion, anomalie, ce que tu veux. Et ça y est, la fédération l'a oublié. Alors ce n'est qu'un épisode, hein, j'en ai conscience, hein, c'est ce que tu vas me dire, Marie-Paul, mais la fédération n'en parle plus, la politique on n'en parle plus. Attends, excuse-moi, le début c'est quand même... Il y a la fédération plus d'autres planètes membres qui sont absolument pas de la fédération. Enfin, je suis désolée, il y a une coalition totale de toutes ces personnalités. Ils sont tous d'accord pour dire qu'il y a que Discovery qui peut sauver le monde. Quoi. Oui, bon, ça d'accord. Y a pas mais note que quand même, ils sont tous là autour de la table. Et c'est une scène intéressante pour le coup. Donc je suis d'accord, Discovery encore sauve le monde, il y en a marre. Tu mets le doigt sur des choses vraies que j'ai peut-être mal vues parce que je vois toujours, on a tendance à être obsédé par le côté négatif des choses. Mais je sais pas, je m'explique pas ces choix et ça m'énerve profondément, j'avoue. Je suis tout à fait d'accord avec Romain sur le côté un peu baroudeur, un peu. J'ai de la connaissance que vous n'avez pas. L'acteur, moi je l'aime beaucoup et depuis longtemps, c'est un acteur anglais. J'ai oublié son nom, pardon, excuse-moi de t'invisibiliser, cher acteur, mais il est super et son potentiel d'acteur explose effectivement avec ces tragédies-là. C'est juste dommage parce qu'en fait, comme tu dis, on n'a pas besoin d'un nouveau personnage qui est triste et qui a envie de tuer tout le monde parce qu'il a perdu sa famille, quoi. Mais c'est aussi, je sais pas si vous avez fait un peu attention à ce qui se sort en librairie et ce qui se vend beaucoup en ce moment. On est beaucoup dans des œuvres d'anticipation. Alors c'est des trucs qui existent depuis toujours, mais il y a une recrudescence de l'intérêt du lectorat pour des œuvres d'anticipation où le monde crève la faim, où le monde s'entretue, où c'est la misère et la merde absolue. Et je pense que quelque part, cette dramatisation et cette anticipation de ce vers quoi on tend vu que nos chers pays gouvernants ne font pas ce qu'il faut pour améliorer beaucoup de choses au niveau de l'environnement. Donc je pense qu'ils surfent aussi sur cette évolution de l'intérêt de gens qui lisent de la pop culture, quoi. Non mais sur l'environnement, ils ont eu une vraie occasion manquée avec Book. C'est qu'au départ, il est présenté justement comme le mec qui sauve les animaux de planète en planète. Il a un chat, etc. Ce que finalement, ils n'ont jamais développé. Or que là, il retombe sur un truc que, en effet, l'explosion de planète, tu l'as déjà vu 20 fois dans d'autres trucs de science-fiction, tu l'as déjà vu dans Star Trek. Je pense pas qu'ils surfent sur quoi que ce soit. Je pense qu'ils surfent sur leur manque d'idées. Je vois pas autre chose. Et l'autre problème que j'ai avec le personnage de Book, c'est que j'avais cru comprendre à la fin de la saison précédente que plus ou moins il intégrait l'équipage puisqu'il avait un espèce d'uniforme avec un comme badge. Là finalement il engueule Michael en disant mais moi je fais pas partie de Starfleet, donc tu as l'impression qu'entre les deux saisons ils ont changé d'avis sur quoi faire du personnage. Et de manière plus générale avec l'équipage, non seulement à nouveau tout le monde visiblement au sein de Starfleet est d'accord pour dire que Discovery est le seul vaisseau qui peut sauver tout le monde, mais encore une fois, t'as l'impression qu'ils restent entre eux. C'est que l'équipage du vaisseau ne bouge pas, personne n'est muté dans d'autres vaisseaux, personne de cette nouvelle époque n'intègre le vaisseau. T'as un truc quand même très artificiel de garder le même équipage alors qu'ils sont dans une situation complètement nouvelle avec justement le paroxysme de ça, c'est Saru qui revient mais qui n'est plus le capitaine mais qui est quand même le bras droit de Michael. Enfin, on aime bien les personnages et les acteurs en tant que tels, mais la situation de la hiérarchie et des persos dans la logique de Starfleet est quand même absolument grotesque depuis qu'ils sont dans ce futur. C'est une insulte à l'intelligence, le choix sur Saru. Hein. J'ai pas voulu en parler, mais enfin le faire revenir en second commandant après avoir été capitaine du vaisseau. Enfin, après avoir été un mauvais capitaine en plus. Ouais, enfin qu'importe. Enfin, c'est du jamais vu dans l'histoire de Star Trek. Je sais pas, c'est inouï. J'ai trouvé ça inouï, honnêtement quoi.
Bah non, parce que regarde, on a le cas avec Spock dans les films, où Spock est le capitaine de l'Enterprise, et quand Kirk revient, il devient son second pour le temps d'une aventure. Donc, oui, mais ça a déjà été fait. le premier. Kirk était le premier. C'est que quand son vieux capitaine revient, il lui donne la chaise de capitaine. Ce qui est un acte honorable. Ça n'a rien à voir. Ça correspond pas au caractère qu'ils ont mis en place de Burnham. Pour le coup, je trouve que qu'elle garde la capitainerie, je sais pas comment on dit ça. Ça correspond à ce qu'elle est, à ce qu'ils l'ont, comment ils l'ont écrite, quoi. Chaque truc indépendamment, tu peux toujours expliquer, mais c'est l'accumulation de trucs forcés pour garder le côté artificiel de c'est le même équipage depuis le début. C'est ça que je trouve un peu grotesque dans ce cas-là. T'as tout à fait raison, et surtout qu'il y avait plein de manières possibles et imaginables de faire en sorte que l'équipage reste tel quel. Par exemple, justement, pourquoi ne pas avoir fait Michael Burnham la capitaine en début de saison 3 et d'avoir gardé cette alchimie entre Saru et elle qui fonctionne, parce qu'indépendamment du contexte qu'on dénonce ici, bon bah les personnages et les acteurs fonctionnent plutôt bien, quoi. C'est tout ce qu'il y a autour qui marche pas. L'alchimie entre les acteurs fonctionne, et on a envie que ces personnages aient ce qu'ils méritent, c'est-à-dire des bonnes lignes de dialogue et des bons scénarios. Et il suffisait de faire de Michael la capitaine en saison 3 et puis on n'en parlerait pas de tout ça. Il y a quand même un truc que j'ai apprécié sur Saru, c'est quand même qu'ils ont ils ont fait quand même l'effort de boucler l'histoire de son retour sur Kaminar, si je dis pas de bêtises, sa planète natale. Et en particulier, ils ont fait revenir le personnage de The Burn, le jeune enfant, qui est plus jeune d'ailleurs. Et j'ai trouvé quand même ça bien, c'est un peu plus qu'un revers de la main, j'ai trouvé. Et j'ai trouvé ça pas mal. Alors qu'à l'inverse, la façon dont ils ont traité son retour sur le Discovery a vraiment été ubuesque. Mais par contre, j'ai trouvé que la partie Kaminar dans le premier épisode, c'est pour ça que le premier épisode m'avait plutôt plu. J'ai trouvé que ça avait été plutôt bien fait dans l'ensemble. Captain. Incoming message. Bonjour commandeur et bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver via cette petite capsule spatiale, mais on vous retrouvera très bientôt j'espère. Que dire sur ce début de saison 4 de Star Trek Discovery ? Écoutez, moi j'ai bien aimé jusque là. Alors c'est que 2 épisodes, mais je trouve que la série a trouvé son rythme et a trouvé son ton. On se souvient des critiques du côté émotionnel, notamment de Michael Burnham, qui n'était pas encore en position de capitaine. Et je pense qu'en fait cette promotion avec cette saison, ça aide pas mal la série, ça aide pas mal le personnage qui se retrouve confronté à des situations qui sont pas faciles et qui vont devoir l'obliger à mettre de l'eau dans son vin, on va dire, ou à faire passer les intérêts de Starfleet ou du plus grand nombre devant ses intérêts personnels ou ses intérêts émotionnels. Je trouve que c'est plutôt bien traité dans les 2 premiers épisodes pour l'instant et que voilà, ça donne un équilibre au personnage qui fonctionne plutôt pas mal. À côté de ça, je trouve que les autres personnages, secondaires ou non, sont plutôt bien traités avec des petites touches dans ces 2 premiers épisodes. On n'a pas tout le monde, mais on a quand même on a du Stamets, du Culbert, du Tilly, du Adira, Book. On a pas mal de gens qui sont traités dans ces 2 premiers épisodes déjà. Je trouve que la storyline autour de Book plutôt intéressante en plus, dure mais intéressante. Moi, à la rigueur, ce qui me dérange le plus, et encore, ça me dérange pas encore, on va dire, dans cette saison, c'est le côté Mystery Box qui va, chaque saison, en fait, se développer pour culminer dans le final. Je trouve que l'équipe de Discovery réussit bien à gérer ce côté mystérieux et cette montée en pression, et souvent gère mal les reveals parce que, forcément, la Mystery Box est un émulateur narratif, mais derrière, il faut être capable de sortir quelque chose qui vient répondre aux attentes du spectateur, et c'est pas toujours le cas pour moi, surtout en saison 2 par exemple, que j'avais trouvé assez compliqué avec toute cette histoire d'Ange Rouge et je ne me rappelle même plus de son nom, mais le Protoborg, on va dire. Que dire de plus ? Jusque là, bons épisodes. Je suis un peu embêté parce que je sais pas si cette fameuse Mystery Box va donner quelque chose d'intéressant par la suite, mais pour l'instant ça reste agréable à voir, c'est assez joli. Non, il y a des bons moments de bravoure, des bons moments de réflexion du Star Trek. Non, je suis assez content jusque là et j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà, à plus, salut. Surtout qu'il y a des beaux décors, des beaux costumes, et d'ailleurs, les uniformes, on en parle, est-ce que vous aimez bien ? Parce que moi, personnellement, j'aime plutôt bien. Le énième changement d'uniforme, sachant qu'on avait déjà des nouveaux uniformes à la fin de la saison 3, et ils ont encore changé entre-temps. Moi, ça me fatigue. Non, j'ai l'impression que... j'ai jamais aimé aucun des épisodes de Discovery depuis le début.
Et à tout choisir, je crois que je préfère les tout premiers finalement, qui avaient l'avantage d'être vachement originaux. Là, je trouve qu'on est sur des déclinaisons rouge, jaune, bleu, des trucs habituels, mais très encombrants, très épais. Enfin, ça fait des mauvaises copies des uniformes de Babylon 5 avec les couleurs de Star Trek, en gros. Oh, c'est méchant. En tout cas, on parlait du Dr. Culbert tout à l'heure, il est vraiment très choupi dans son uniforme blanc, moi j'adore. Wilson Qui est très Cruz, moulant, qui s'appelle. beaucoup plus que les autres. Oui, ça lui va très bien. Je sais pas si tu l'as vu torse nu récemment, mais il mérite d'être moulé, ce jeune garçon. Il est torse nu dans Discovery à un moment, non? Ah, peut-être. Moi, j'ai vu une photo qu'il a postée de lui à la gym sur son Twitter. Je vais aller regarder. Il est pas mal, le garçon. Non, moi, je trouve, par contre, qu'en termes de production design, production value, je trouve quand même que la série cette année, je sais pas, ou peut-être ça fait trop longtemps que j'ai pas vu du Star Trek, j'en sais rien, mais je trouve vraiment que le niveau est très haut. Moi, je trouve que visuellement, tout est très haut, même d'un point de vue, comment dirais-je, lumière, je trouve vraiment que la série est magnifique cette saison. J'ai un reproche vraiment étonnant à faire, mais si bien que je finis par me demander si c'est un gag ou je sais pas quoi. Il y a un effet spécial depuis le début de la saison, mécanique, où en fait vous verrez à chaque fois que le vaisseau est attaqué en situation de stress, etc., ce qui arrive assez souvent dans Discovery, il y a des espèces de lance-flammes dans le fond du vaisseau, enfin de la passerelle, pardon, qui crachent qui crachent des flammes voilà. Et de manière très régulière, c'est-à-dire que tu reconnais les trucs qui sont utilisés dans les concerts, enfin tu vois les trucs de show quoi, de rocker et tout, et ou de catch, une fois de plus salut Cyril, et enfin tu reconnais les trucs, et surtout c'est très bizarre parce que il y a toujours eu des explosions dans Star Trek comme le faisait remarquer Romain, mais tu sais sur les éléments les consoles, les écrans, etc. Et là vous verrez, il y a des images, ça vient des murs quoi en fait, c'est très très bizarre en fait, et j'ai fini par me demander en fait, est-ce que c'est vraiment une explosion ou est-ce que c'est une espèce de fonctionnalité du vaisseau qui évacue, je sais pas, fonctionnalité barbecue. Ça évacue l'équipage quand même, c'est pas très safe, hein. Non mais c'est n'importe quoi. Franchement, cet effet, il est hallucinant de bêtises. Je me l'explique pas. À part ça, honnêtement, l'épisode est très, visuellement, les 2 premiers épisodes sont hallucinants. Moi, je les trouve vraiment hallucinants. Et il y a une scène qui est reproduite 2 fois où ils perdent très subitement comment on appelle ça, la gravité. Et honnêtement, c'est super bien fait. Enfin, tu te demandes même. Enfin, c'est rare de nos jours, tu sais, où tu te dis, mais en fait, ils ont fait comment? C'est des fils, les personnages sont entièrement en effets spéciaux digitaux. Honnêtement, je sais même pas comment ils ont fait ces 2 scènes. Ça va très vite, c'est très beau. Il y a presque un petit côté bullet time, un peu à la Matrix. J'ai vraiment trouvé ces scènes extrêmement bien faites, quoi. Sinon, on parlait de Dr. Culbert, on va aussi parler de Grey et d'Adira. Notamment avec le corps synthétique de Grey, qui est, c'est du coup quelque chose de vraiment super intéressant. Alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai réécouté le podcast bilan de la saison 3 qu'on avait fait, et c'était Céline justement qui était la plus intéressée par cette partie de l'histoire, en se demandant comment ça allait être développé, parce que effectivement, qu'est-ce qui fait de Grey un être, comment les choses vont s'articuler, parce que c'est quand même quelque chose de très très spécial. Et du coup, ils sont en train de fabriquer un corps synthétique, le même que Picard, a priori, enfin le même genre en tout cas, pour le concrétiser en quelque sorte. Alors moi cette scène m'a fait à la fois énormément plaisir, même si c'est à la fois un truc moi qui me satisfait et un énorme Deus Ex Machina. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, quand on a fait le bilan de Picard, justement, spoiler pour les gens qui n'ont pas vu Picard, désolé. Donc à la fin de la saison 1 de Picard meurt et il est ressuscité grâce à ce corps synthétique fait par le docteur Singh, qui est un descendant du créateur de Data. Et moi, ça me faisait dire, mais c'est bon, dans l'univers Star Trek, la mort n'existe plus. Chaque fois que tu meurs, on crée un corps synthétique et hop, on te télécharge dedans et c'est bon. Et il n'y avait pas plus d'explication que ça. À la fin de Picard, on te disait pas ce que ça avait d'exceptionnel ou pas. On te dit, voilà, ces technologies existent, on ressuscite Picard et derrière, tu peux dire, tu peux ressusciter tout le monde. Et dans cette scène, alors déjà, au-delà du côté clin d'œil pour les fans, etc., du fait que tu as une connexion entre Discovery et Picard, puisque Picard est cité, même s'ils n'ont pas l'air de savoir qui c'est, parce que pour eux, c'est quand même très loin, on t'explique que cette technique-là, en fait, marche quasiment jamais, que plein de monde a réessayé suite à Picard et que ça marche jamais. Donc voilà, donc en gros, ça résout ce problème-là qui, moi, me gênait avec ces technologies-là. Mais petit Deus Ex Machina, avec Adira, ça va marcher.
Juste un truc, Romain, c'est pas pour eux, c'est trop loin. Je me suis fait la même réflexion que toi. Je me suis dit, mais c'est quoi ce connard qui connaît pas Picard et salopard et tout. Pour eux, c'est trop loin dans le futur, en fait, puisqu'eux viennent du passé. Ils auraient pu en avoir entendu parler entre-temps, enfin bref. En tout cas, ils le connaissent pas, c'est rigolo, ça relativise un peu les héros qu'on a de l'univers Star Trek par rapport à eux. Et voilà. Bah, on avait déjà eu ça dans Deep Space Nine où Kira ne savait pas qui était Kirk et Spock. Donc moi, ça me va bien. Mais voilà, après des petits Deus Ex Machina, donc ça marche pour personne, sauf a priori pour Grey. Ça pourrait peut-être marcher. Oui, c'est ça, le docteur dit ils ont réussi, ils ont jamais réussi à le refaire. Mais bon, là ça va le faire. Là, c'est bon. Mais encore qu'ils sont pas sûrs, enfin tu sens qu'il y a quand même un doute, donc ça peut être un peu tout le dilemme de Grey dans la saison, il y a peut-être un truc qui va merder à un moment donné. Et en fait, ils vont se retrouver avec Picard. C'est Picard qui va être dans le corps de Grey. Il y a une magnifique phrase Deus Ex Machina, mais pour le coup, c'est le genre de truc nitpicking qu'on pourrait faire à plein de séries Star Trek. Mais si, il dit non, normalement ça marche pas, mais enfin comme son âme à lui, elle a déjà été transférée, en fait normalement c'est bon, ça va passer crème en fait. J'ai revisionné la scène 2 fois pour bien comprendre tout ce qui, justement, pour bien être sûr de ce qu'il dit. Mais voilà, à la fois ça m'a fait plaisir par rapport à ce qui me faisait râler à la fin de Picard. Et voilà, t'as un peu de facilité malgré tout, mais bon, c'est finalement bien emballé parce qu'en plus c'est notre docteur, quoi. Je trouve leur trio très très intéressant et ils développent des choses sur ce personnage et évidemment les autres de la team scientifique. Je trouve que pour moi la team scientifique et médicale c'est ceux qui m'intéressent le plus ces derniers temps sur Discovery. C'est vraiment, ils parlent de plein de choses qui sont et d'ailleurs dans Tilly à la fin de cet épisode qui dit qu'il y a un truc qui va pas, pour moi c'est ceux que je préfère. Je viens de voir la photo de Wilson Cruz moitié à poil. Oui. Oui. Sur Tilly, merci d'en parler Marie-Paul parce que je voulais en parler aussi. Intéressante évolution du personnage qui était jusqu'à présent un peu la comic relief de la série, au point d'en devenir insupportable, c'est-à-dire que elle pouvait pas apparaître dans une scène sans être et là en l'occurrence elle est en mode un peu déprimée, un peu dépressive. Un peu colérique aussi, on la voit, et jusqu'à présent il n'y a pas eu énormément de scènes où elle est justement dans ce mode un peu un peu Jar Jar Binks de l'univers Star Trek, et j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça assez prometteur pour cette actrice que par ailleurs j'aime bien, et j'espère que ça va donner des belles choses pour le reste de la saison. Et j'ai bien aimé que la série parle de psychiatrie aussi, ça change un peu et je trouvais ça intéressant. Ouais, et donc effectivement elle annonce une très très mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait ils font tout un truc pour télécharger un maximum de données pour comprendre l'anomalie et pour essayer de prédire justement ses trajectoires pour ensuite sauver les planètes qui pourraient se trouver sur son chemin. Sauf que Tilly se rend compte malheureusement qu'ils ont fait tout ça pour rien parce que l'anomalie change de direction et semble être complètement imprévisible, et c'est le gros cliffhanger de cette saison 2. Alors bien sûr on n'a pas assez d'éléments pour théoriser quoi que ce soit, et puis du coup on va se demander quand même qu'est-ce que ça va être ce truc. J'espère que... Alors moi j'aime bien quand même ce mystère, je trouve ça... J'ai l'impression que c'est plus... que The Burn c'était le brouillon en fait, et que là voilà c'est le vrai truc. La vraie anomalie, le vrai mystère spatial qu'il faut élucider. Et moi, c'est ce genre de truc que j'attends parce que j'adore le premier film Star Trek, justement, où on se retrouve dans l'Enterprise à analyser ce qu'est Voyager, qui semble tout détruire sur son passage. Bon, là, on a un truc un peu similaire, et c'est quelque chose que j'attendais, moi, personnellement, d'avoir un truc un peu de ce style-là. Alors après, évidemment, il y a beaucoup d'à côté qui ne vont pas, mais voilà, moi personnellement, ça m'intrigue plutôt bien, et j'espère que, je croise les doigts, je touche du bois, tout ce que vous voulez, pour que ça ne se termine pas en eau de boudin, un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire. J'ai été what the fuck la dernière image du dézoom dans la galaxie. J'ai trouvé ça, mais j'ai fait what ? Mais c'est quoi cette merde ? Il y a quelque chose à comprendre, Marie-Paul, parce qu'il y a quelque chose à voir. C'est les deux trous noirs, parce qu'on t'explique en fait c'est deux trous noirs qui fusionnent. Et ce que tu vois, c'est les deux horizons des deux trous noirs. T'as l'un, ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Ouais, il y en a 3 en tout. Mais c'est ça révèle quelque chose, je veux dire, ou c'est juste un effet visuel ? Je pense que c'est juste un effet visuel. C'est juste un effet visuel, mais c'est une ça révèle l'explication de... J'en sais rien, ils sont plongés au cœur de ces fusions. C'est la merde. C'est la grosse merde, quoi. Mais j'ai trouvé ça un peu too much. À voir comment est-ce qu'ils en sortent, quoi. S'il y a un truc à comprendre et qu'on n'a pas compris, c'est qu'ils ont loupé leur coup. C'est clair, parce que pour moi c'était comme vous, j'ai trouvé que c'était symbolique quelque part pour dire voilà, Discovery est au milieu de toute cette merde et qu'ils sont pas
concrètement, littéralement, dans ces trous noirs ou à proximité. Pour moi, c'était vraiment un effet visuel, mais ouais, effectivement, si c'est pas le cas... Bah moi, j'ai compris qu'ils étaient plongés au cœur. D'accord. Bah si c'était... Oui, non. Mais s'ils étaient plongés au cœur, je pense qu'ils s'en seraient rendus compte, ils seraient en ride alerte, et ce serait pas juste Tilly qui dit « Ah, au fait, ça a changé de cap ». Tu vois, c'est juste pour montrer que c'est gigantesque. Moi, je pense que c'est ça, c'est pour montrer que c'est gigantesque et qu'ils sont au milieu d'une merde sans nom. Moi, c'est raté là parce que j'ai rien compris. Bah, on verra ça au prochain épisode. À mon avis, tout ça, c'est l'espèce de distorsion pour que Giorgio revienne dans cet univers-là. Oh non! Ah non, parle pas de J'aime beaucoup l'actrice, mais non, là, ça suffit. Alors en plus, pas du tout, c'est le Nexus et c'est pour que Shatner revienne dans la série. Il revient Non, ça suffit. Bon, là d'accord. Si, là d'accord. Ou alors, vu que la nouvelle saison de Picard a l'air d'être un gros hommage à Star Trek 4, peut-être que c'est la fameuse sonde des baleines là, qui causait le chaos sur son passage. Ou alors t'as le Faucon Millenium qui va sortir du trou noir à ce moment-là. Oh non, pitié. Ou alors et Disney qui annonce qu'il rachète Paramount. Voilà, c'est ça. En fait, c'est peut-être Sarandos. Mais c'est ça, les deux trous noirs, c'est les oreilles de Mickey. Et là, t'as Wolverine qui débarque sur la passerelle, avec Hugh Jackman qui reprend le rôle. Voilà, donc si vous avez rien d'autre, on va conclure. Si on a que des conneries comme ça à dire, c'est clair. On va aller se coucher. Donc, impatient de la semaine prochaine, voir l'épisode 3 ou bof? Ah, quel enthousiasme! Oh là là! Si, toujours impatient pour le Star Trek. Si, ça fait quand même la dose hebdomadaire de Star Trek, donc c'est cool, quoi. Mais effectivement, embêté de qu'est-ce qu'ils vont bien réussir à trouver sur ce truc-là, quoi. Je vais te dire une réponse un peu étrange, mais je suis 1000 fois plus content de retrouver Discovery que, par exemple, de me taper une série sur Arrow, sur Marvel, sur Disney+, typiquement. Sur Hawkeye, tu veux dire? Sur Hawkeye, pardon, oui, je dis Arrow, Hawkeye, bien sûr, excuse-moi. Moi, j'ai payé mon forfait saison complète sur iTunes, donc je regarderai la suite, forcément. Oh, les mecs, l'enthousiasme. Non, mais moi, je suis contente pour tous les personnages secondaires. Personnellement, après avoir découvert le premier épisode de Prodigy légalement sur YouTube, parce que Nickelodeon l'avait rendu disponible à un moment donné, je ne sais pas si c'est toujours le cas ou pas, moi je suis plus intrigué et impatient de découvrir la suite de Prodigy que la suite de Discovery, si je dois être tout à fait honnête. C'est très bien Prodigy, c'est dommage qu'on n'ait pas pu en parler puisque la série n'est pas diffusée en France, mais c'est très mignon. C'est une série pour enfants, hein, qui n'a pas d'autre prétention que d'être une série pour enfants. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas de regard adulte particulier, mais c'est très visuellement intéressant. Les personnages sont vraiment intéressants, j'insiste, et ça fonctionne très très bien, c'est très bon. Et c'est la même actrice de doublage qui reprend le rôle de Jane Oed qu'elle avait dans Star Trek Voyager, donc ça fait super plaisir. Enfin une série à peu près originale au sein du concept de Star Trek. C'est ça surtout qui est rafraîchissant. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est vraiment pas mal cette série. Et ben c'est sur ces belles paroles qu'on va terminer, mais avant ça, je vais vous demander si vous avez une actu. Roman, Nijita, où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment? C'est quoi ton actu? Alors, vous pourrez me retrouver dans le numéro de décembre de Mad Movies avec une interview que j'ai conduite avec mon camarade Alain Carazé. Une interview qui nous a fait super plaisir, une interview de Steve Barron. Steve Barron, qui n'est autre que le réalisateur des Tortues Ninja le film, mais aussi des clips de AA, notamment le clip de Take On Me, du clip de Billie Jean, de plein d'autres films, et qui a fait plein de mini-séries, notamment Merlin avec Sam Neill, et qui là revient avec Le Tour du Monde en 80 jours avec David Tennant, qui passera en fin d'année sur France 2 comme mini-série de Noël. Et on a eu le plaisir d'interviewer pendant une grosse demi-heure lors du festival Cannes Série. On a parlé de toute sa carrière, de tous les trucs sur lesquels il a débuté. Il a débuté sur Superman le film comme assistant caméra, donc les clips, les Tortues Ninja, tout ça. C'était passionnant à faire et vous pourrez lire ça dans le numéro de décembre de Mad Movies. Voilà. Ah, super. Et toi, Marie-Paul? J'ai pas d'actu pop culture pour le mois de décembre. Mais tu es très occupée oui, quand ça, même. j'arrête pas. Par contre, effectivement, je travaille beaucoup trop et j'aimerais dormir pendant, je pense, 1 mois et demi. Où est-ce qu'on peut te lire en ce moment? Une des œuvres que tu aurais traduites? Bah écoutez, j'ai effectivement, merci, j'ai une trad qui sort chez Ankama. Donc oui, on peut me lire dans une trad qui va sortir au mois de janvier chez Ankama Édition, qui s'appelle Shadow Life, qui est un roman graphique sur une vieille femme qui a été mise dans une maison de retraite par ses filles, mais qui est bien décidée à pas y rester. Elle se loue un appart de son côté, elle dit prout à ses filles, et en même temps, elle fuit
suit, l'ombre de la mort qui la suit, qui la poursuit, parce que est-ce que son heure est vraiment arrivée? On le saura en lisant ce comics. Suspense, tu nous l'as bien vendu. Est-ce qu'il y a une menace intergalactique qui menace l'ensemble de l'humanité? Il y a une menace fantastique qui menace l'ensemble de l'humanité, c'est déjà pas mal. Bon, ça va, parce que sinon ça n'est pas intéressant narrativement parlant. Et toi, Romain? Moi, vous pouvez me retrouver à Villejuif au kebab le Constantinople, où je passe l'ensemble de mes journées pour fuir mes responsabilités familiales. De 8h à 23h, généralement. Quand est-ce qu'on se fait une watch party? Quand vous voulez, hein. Il y a Paramount Plus à la maison, vous venez quand vous voulez. Et en plus, moi, c'est en HD, Dolby Atmos et tout. Hein. Est-ce que t'as Pluto TV? Non, non, désolé, j'ai pas pris ça. Non, j'ai HBO Max aussi. J'ai plein de trucs bien. En tout cas, sinon, en ce qui me concerne, vous pourrez me retrouver la semaine prochaine, samedi prochain, pour un podcast Le Coin Pop consacré à Quentin Dupieux, qui a été présidé par notre Quentin à nous. Donc moi, j'en suis plutôt content de ce podcast, donc je vous invite à l'écouter quand il sortira. Sinon, ce qui est derrière nous, il y a la saison 3 de Millennium qui est sortie. Alors, c'est un petit peu moins intéressant que les deux premiers podcasts sur le sujet. La saison 3 de Millennium. Ok, welcome to the 90s. Non, j'ai dit derrière nous. Magnifique. Et vivement la dernière épisode de Seinfeld aussi, qu'on attend avec impatience. J'ai dit derrière. Et sinon, la semaine prochaine, on va aussi enregistrer un podcast sur Ghostbusters, un podcast donc sur le film qui va sortir donc le 1er décembre. Et en ce moment, si vous entendez pas trop Manu avec YMCU au site Alpha, vous inquiétez pas, il va bientôt revenir. Il est très occupé en ce moment et on lui fait des gros bisous et on le remercie pour sa capsule. Et je fais aussi un bisou à Marina, bien sûr, dont on a écouté la capsule tout à l'heure. Je vous remercie à tous d'avoir discuté de Star Trek avec moi pendant cette soirée mouvementée. Longue vie et prospérité. Salut. Bye bye. Salut.